Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, je partage un épisode sur le surentraînement, donc c'est un sujet que j'avais déjà abordé au tout début du podcast, mais vraiment d'un niveau superficiel. Pour l'épisode du jour, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Yves Saint-Louis, qui est entraîneur et coach au Québec pour la clinique du coureur. Il est également enseignant au sein de la clinique du coureur sur les cours qui concernent la planification d'entraînement, le cycle d'entraînement. Il a développé son expertise autour du surentraînement, en fouillant la littérature scientifique, en étant en contact d'athlètes qui ont subi un surentraînement. Il est lui-même passé par cet état, en enchaînant les triathlons et des volumes d'entraînement énormes. Donc on va se servir de son passé, de son expertise et de sa position au sein de la clinique du coureur pour essayer de décortiquer le vaste sujet du surentraînement qui est souvent mal compris, souvent alarmiste, mais qui pour le coup reste un vrai sujet. Mais je t'invite à écouter l'épisode juste au bout pour justement pouvoir te questionner, te demander si tu es dans cette situation, si tu ressens un peu les facteurs, les symptômes qu'on évoque, et surtout pour choper justement quelques tips qu'on partage à la fin de l'épisode pour éviter, pour rester dans la prévention et pouvoir pratiquer ton sport sans souci. Donc je te laisse sans plus tarder avec nos discussions, en espérant qu'elle te plaira autant qu'à moi. Avant de démarrer l'épisode, j'ai juste deux petites choses à te dire. D'abord, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui résume tout ce que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. Tu y trouveras toutes les bases concrètes pour mieux comprendre ton fonctionnement, pour mieux t'entraîner, pour mieux t'alimenter, pour mieux gérer ton sommeil et ton stress. C'est un vrai guide qui allie apprentissage, conseils et mise en pratique. Tu retrouveras notamment plusieurs programmes d'entraînement à faire chez toi, en salle ou en course à pied, des mises en pratique concrètes au niveau de la nutrition, des tips facilement applicables pour mieux gérer ton sommeil, ton stress, douleur et éviter les blessures, mais surtout un challenge 21 jours qui va t'aider à mettre en pratique tout ce que j'ai écrit dans ce livre et qui va te remettre en relation avec une communauté réservée aux lecteurs dans laquelle tu pourras aller chercher de la motivation, partager tes résultats et discuter avec d'autres personnes dans ta situation. Il est dispo sur Amazon en version papier ou numérique. Cherche simplement reprendre le contrôle de ton corps, où je te mets directement le lien dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, pense simplement à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir, à te partager de plus en plus d'épisodes et à recevoir encore plus d'experts passionnants. Je te remercie d'avance pour ton soutien et maintenant place à l'épisode du jour. Yves, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Super. On te reçoit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est omniprésent dans le sport et dans la tête des gens, qu'ils soient concernés ou non. On va parler principalement du surentraînement. Et pour que les gens comprennent un peu qui tu es déjà, ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais comme sport et justement quelle est ton expertise, je vais te laisser te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas. Comme ça remet un Parfait. peu de contexte aussi dans l'épisode. Excellent. Donc, moi, je suis éducateur physique de formation. J'ai été entraîneur au niveau professionnel. J'ai été entraîneur de l'équipe de triathlon à l'Université Laval à Québec pendant 7 ans, entraîneur-chef. En parallèle, j'ai fait pas mal toute ma vie là, du sport, des sports d'endurance. Là. J'ai débuté très jeune en faisant ski de fond, on faisait des cross-country, athlé, aussi à l'école. Et en parallèle, j'ai joué beaucoup au hockey. Ça a été mon sport de prédilection quand j'étais jeune, mais j'ai toujours apprécié les sports d'endurance. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours aimé en faire un petit peu plus long. Donc, je me suis mis au triathlon. Je me suis mis au triathlon longue distance et je faisais aussi des épreuves de longue distance en vélo, en VTT. Voilà, j'ai fait énormément de triathlon pendant à peu près, je dirais, 15 ans. 8 Ironman, une vingtaine de semis, peut-être 200 quelques triathlons au total, puis beaucoup de courses de vélo de route et tout ça. Donc, j'aimais énormément. Je faisais des fois 30 à 40 courses par année là, de différents sports, cyclocross, et voilà. Donc, j'ai toujours été un peu passionné par les sports d'endurance, puis c'est ça, j'ai énormément baigné dans le sport depuis quand même assez longtemps. Ok. Et ça fait beaucoup de dossards, ça, 30-40 courses par an. Quand même. Ouais, ça faisait des bonnes années. Ouais, qu'on met, tu sais, en fait, on met les épreuves de cyclocross. Des fois, on en faisait 2 dans un week-end. Après, Ok. toute la saison de triathlon qui commençait à peu près en mai, juin ici, qui se terminait en août, septembre. Puis après, on rajoute les compétitions de vélo de route. On en avait une par semaine, par exemple, régionale. Puis après, on en avait les courses provinciales qui venaient. Fait qu'au total, ça fait énormément de courses. Mais ça allait bien à l'époque. J'avais pas d'enfant. Puis je vivais un peu du sport
le sport occupait ma vie principalement, mais j'avais le temps, disons. Ok, ça roule. Et qu'est-ce qui t'attirait justement dans les sports d'endurance, dans le triathlon notamment? Mm. C'est un sacré volume aussi d'entraînement, donc en plus la Ouais, c'est ça. compétition. En fait, moi, j'ai eu le déclic, c'était un peu bizarre, c'est que je me souviens à l'époque, il y avait des reportages qui étaient faits à un poste américain sur l'Ironman d'Hawaï. Puis je me rappelle, j'étais très jeune, puis c'était quand même bien fait. C'est Hawaï, ça fait rêver, là, les volcans, les gens, bon, qui courent, tu sais, qui font du vélo avec les éléments un peu quand même difficiles à gérer. Je me souviens d'avoir regardé ce documentaire-là à NBC, puis d'avoir vu les gens faire ça, puis je sais pas pourquoi, j'avais avoir près de 10 ans, 11 ans, puis je me suis dit, je veux vraiment essayer ça. Puis moi, je viens d'un petit village, puis on n'avait pas de piscine, là. Il y avait une piscine l'été, mais c'était une piscine pour se baigner, puis on n'avait pas de natation. J'ai comme eu le déclic sans même comprendre c'était quoi le triathlon. Et après, dès que j'ai pu, à 14 ans, j'ai fait mon premier triathlon, un petit triathlon de région, là. Puis j'ai gagné à 14 ans le premier triathlon dans un petit village près de chez moi. Puis à partir de là, j'ai vraiment eu le désir d'essayer de comprendre ce sport-là parce que le défi en fait du triathlon, c'est justement c'est d'essayer de contrôler les trois sports. Puis finalement, les gens qui font du triathlon, c'est des gens qui aiment s'entraîner. Puis moi, j'adorais m'entraîner, j'aimais beaucoup. Puis là, j'ai été capable d'avoir, bon, j'en ai eu pour mon argent, si on veut. Disons, pour essayer de maîtriser les trois sports, ça prend beaucoup d'heures. Puis ça répondait à un besoin en moi de dire, je veux me dépasser dans le sport. Ok, super. Et tu l'as fait du coup l'Ironman d'Hawaï depuis? Ouais, ouais, je l'ai fait, en fait, à ma première tentative, mon premier Ironman, j'avais 20 ans. Je me suis qualifié pour Kona, pour l'Ironman d'Hawaï. Puis donc l'année suivante, je suis allé en 2001, là, ça fait quand même longtemps, mais ouais, j'ai pu vivre l'expérience, puis je l'ai vécu à la dure. Ça a été compliqué. C'était vraiment respect, hein, c'est une épreuve hyper compliquée à gérer à Hawaï, là. C'est vraiment, vraiment difficile. Ok. Bon, nous, on a été mis en relation par Blaise Dubois, avec qui j'ai fait un épisode qui avait vraiment plu sur la course à pied. Euh, et donc, il m'avait expliqué que toi, tu travaillais aussi pour la clinique du coureur et que ta spécialité, ton expertise, c'était basée plutôt sur le surentraînement. Est-ce que tu peux déjà expliquer aux auditeurs ce que c'est le surentraînement pour qu'on ait déjà une compréhension du sujet et qu'on puisse ensuite aller creuser un peu? En fait, la première chose à clarifier, si on veut, là, c'est que ne pas confondre se surentraîner, c'est-à-dire faire un petit peu trop de sport de façon aiguë, là. Donc, je fais trop de sport, donc je me suis surentraîné pendant un petit laps de temps, une semaine ou peut-être quelques jours, versus le syndrome du surentraînement, qui est une condition qui est quand même assez unique, qui est rare, qui est très grave. Donc, le syndrome du surentraînement, c'est vraiment, on dirait à la fin de la ligne de la fatigue. Là, on a tracé une ligne de la fatigue, puis il y a différentes étapes dans la fatigue sportive. On disons que le surentraînement est lié au sport. Et c'est la fin de cette ligne-là. Donc, on est rendu dans un état de fatigue profond et il y a il y a des symptômes qui sont quand même assez uniques à cette condition-là. Donc, c'est vraiment de la fatigue accumulée avec un non-respect, si on veut, des signes qui sont envoyés par le corps à se reposer, qui nous amène à cette condition-là qui est, comme je disais, très rare et qui est très grave. Ok, ça roule. Donc c'est vraiment, comme tu dis, je rebondis sur le fait que c'est très rare en soi, le syndrome en tout cas du surentraînement, parce que tu faisais le distinguo avec le surentraînement entre guillemets momentané, je sais pas comment tu l'appelles, ou c'est plutôt de la fatigue accumulée, tu t'en fais un peu trop, tu te reposes pas assez. Euh, Qu'est-ce qui amène vraiment le surentraînement? Est-ce que c'est plutôt le fait de s'entraîner beaucoup, comme le nom l'indique, ou c'est plutôt tous les facteurs de récupération qui sont un peu négligés en général, qui amènent que bah, notre capacité d'entraînement diminue et sur le long terme, ça crée comme ça des carences en sommeil, des carences qui vont faire un peu un effet systémique sur tout la chaîne hormonale. C'est plutôt ce processus-là. En fait, c'est pour se rendre au surentraînement, donc au syndrome du surentraînement, comme je disais, qui est très, très loin dans le processus, c'est clair qu'il faut avoir négligé d'écouter les signes avant-coureurs. Donc, tu sais, en fait, les gens qui s'entraînent le savent. Ce qu'on fait à l'entraînement, c'est qu'on crée de la fatigue. C'est ça qu'on veut, c'est souhaitable. On veut créer de la fatigue parce qu'on augmente la charge d'entraînement. La seule chose, c'est que les gens l'importance du repos. Parce qu'en fait, dans des épreuves d'ultra-distance, par exemple, on sait qu'il y a une charge énorme qui doit être imposée à l'athlète, c'est-à-dire, je veux faire l'UTMB ou je veux faire justement l'Ironman d'Hawaï. Je sais que mon épreuve va être très exigeante. Je veux cumuler énormément de temps à l'entraînement pour dire, ben là, il faut que je me prépare comme il faut. L'erreur, c'est de penser que l'amélioration
est linéaire. C'est-à-dire que plus je m'entraîne, plus je m'améliore. Dans le Sans passer processus par des d'entraînement phases de aussi. surcompensation. Exactement. En fait, de penser que c'est linéaire, donc il faut tout le temps je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne et que j'augmente ma charge vraiment de façon linéaire, va faire en sorte que les gens vont embarquer dans une espèce de spirale. Puis en fait, la fatigue s'installe, puis les gens qui s'entraînent en ultra-distance le savent, la fatigue est présente pratiquement tout le temps. Parler à un triathlète ou un ultra-trailer, traileuse, monter les escaliers, c'est un calvaire. Les jambes sont complètement claquées. C'est toujours compliqué un peu de bien être dans son corps quand on est en entraînement. Mais l'entraînement se doit d'être cyclique. Si on ne fait pas des cycles d'entraînement qui comportent du repos, c'est là que le problème vient s'installer. Puis en fait, les gens continuent à avoir quand même des signes comme de quoi la forme n'est pas si mal. Mais là, ils se rendent compte que la fatigue est quand même bien installée, mais ils continuent là-dedans en pensant que ben ouais, je vais quand même m'améliorer et surcompenser, alors qu'ils sont en train de creuser un trou et se lancer dedans. En fait, ils sont en train de se détruire progressivement. Le, je reviens au principe de récupération, qui est un des principes les plus importants en entraînement, puis on l'enseigne à la clinique du coureur. C'est qu'en fait, il faut comprendre que c'est quand on se repose qu'on s'améliore. C'est pas quand en fait, oui, l'entraînement crée de la fatigue, mais en fait, dans l'entraînement, ce qu'on fait, cette fatigue-là vient faire diminuer mes performances. Puis si je suis pas à l'écoute de cette fatigue-là, ben ma performance va diminuer, puis je vais essayer de compenser pour essayer de continuer à m'entraîner alors que j'aurais dû me reposer pour passer à un autre niveau qu'on appelle, oui, surcompensation, mais aussi dans un processus d'entraînement, on parle un peu d'assimilation. Il faut que je permette à mon corps d'assimiler la charge que je lui ai donnée, puis c'est par le repos que ça passe. Puis je parle pas de repos, être sur le canapé, les pieds dans les airs, à rien foutre. C'est de se reposer, parfois de façon active, parfois de façon passive, pendant une période courte à moyenne, pour après ça être capable de charger davantage. Puis vois-tu, moi, je suis un entraîneur, là, et ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment intellectualiser et comprendre ces concepts-là de récupération, puis comment bien l'orchestrer, surtout avec des athlètes qui ont des grosses exigences dans leur épreuve. Comme je dis, les gens sont un peu inquiets. Des fois, on a tendance à dire, ben oui, il faut que tu t'entraînes plus, tu prépares une grosse course, alors que oui, l'entraînement est important, mais la période de repos qui va t'être accordée va te permettre d'en faire plus. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux athlètes aussi. Ok, ok, super. Et je rebondis sur ce que tu disais, le fait du repos, c'est pas être assis dans son canapé à rien faire. C'est vrai que c'est quelque chose en général quand on pense au jour de repos, on se dit, oh, faut vraiment que je fasse rien. Et c'est un peu différent au Québec, je pense. Quand j'étais venu, j'avais noté ça. Mais nous, par exemple, en France, il y a cette notion de si tu t'entraînes tous les jours, même rien qu'en musculation, aller 4 5 fois par semaine, on va déjà te dire attention, attention, attention au surentraînement, attention de pas trop en faire. Et c'est un discours que j'affectionne pas trop parce que bah, déjà, s'entraîner en musculation, tu vois, c'est pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose qui est ultra puissant dans lequel ils vont aller créer un déficit en tout cas d'énergie. Et surtout, bah, si la personne a l'habitude d'aller s'entraîner le midi et que bah, ce midi-là, elle a pas d'entraînement et qu'elle passe son temps dans le canapé, bah, il y aurait mieux valu qu'elle aille s'entraîner parce que bah, voilà, même faire un petit truc, une séance légère, faire du mouvement, aller marcher, aller faire quelque chose, c'est mieux que ne rien faire. Et je pense qu'il faut comprendre aussi que bah, ça dépend des sports, et tu m'arrêtes hein, si je me trompe, ça dépend des sports, ça dépend du volume. Est-ce qu'il y a un volume en tout cas minimal safe si tu t'entraînes voilà, tous les jours à une intensité normale est-ce que c'est avec sans forcément trop te préoccuper de la récupération mais en faisant le minimum également tu vois quelqu'un de normal qui se met au sport qui est pas optimisé dans sa diète, dans son sommeil etc. Ce serait quoi les niveaux avant de lui dire attention Mm. Mais en fait, je veux juste revenir sur un des points que tu as soulevé, c'est que la personne qui fait du sport, donc pour sa santé, euh, peut se permettre de d'aligner ralentir? les jours, puis d'en faire quand même presque à tous les jours. Puis même, c'est plus facile de dire à ces gens-là, Fais essaie tous d'en les faire un jours. petit peu à tous les jours. Puis on le sait même au niveau mécanique, Blaise en a parlé, au niveau du stress mécanique Ouais, au constant, niveau de la course à récurrent, pied surtout. Ouais. exactement. Par contre, si on parle de sport de haut niveau, puis je parle pas nécessairement de performance, tu sais, pour des athlètes élites, là. Je parle vraiment d'une personne qui s'entraîne quand même pour des épreuves de façon sérieuse, qui veut optimiser son développement. En fait, plus élevée est la charge quotidienne et hebdomadaire, plus important sera le repos et des fois, oui, du canapé à rien foutre pendant une journée. C'est que si je suis capable de m'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant une période moyennement longue,
je vais avoir besoin tôt ou tard, mon organisme et même au niveau psychologique, de dire je coupe et je fais rien pendant une journée. Puis l'erreur encore là, c'est que ces gens-là, souvent, ben, c'est des gens qui travaillent aussi, qui ont des objectifs sportifs quand même assez importants, mais qui bossent, qui ont peut-être des enfants, et ils pensent que la journée de repos va être une journée très occupée au boulot. Ah, je m'entraîne pas, mais je vais être occupé au boulot, puis là, j'ai la routine familiale qui embarque. Finalement, c'est pas une grosse journée de repos. Fait que c'est dur avec ces gens-là de leur dire, ben écoute, ton samedi ou que là, tu bosses pas, c'est là que tu vas te reposer. C'est là que tu vas Ouais. prendre une journée de Puis en repos, plus, alors qu'il dit, ouais, mais j'ai du temps, là. en fonction Donc, des boulots, ça peut vraiment changer. Quelqu'un qui est sur un bureau, ça peut encore le faire, mais quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, qui bouge les choses, qui travaille à l'hôpital, qui travaille, enfin, qui marche tout le temps, c'est pas du tout un jour de repos de travailler, quoi. exact, c'est ça. Donc voilà, tu sais, en fait, les athlètes élites, moi je compare parfois des athlètes élites, puis je connais très bien Thibaut Barognan, un coureur que tu connais sûrement, un excellent trailer français, puis on discutait dernièrement, puis en fait, lui, en fait, la discussion était qu'est-ce qui a changé quand tu es devenu pro, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il est pro, qui fait que c'est son boulot, en fait, de courir. Puis il m'a dit, écoute, il dit, je m'entraîne pas plus qu'avant. La seule chose, c'est que j'ai plus de moments pour récupérer. En fait, c'est ça qui est l'essence. Puis moi, en fait, c'est devenant d'un athlète élite, ça me dit, OK, parfait, ben, tu sais, pour le contemporain qui travaille, qui a une famille, pourquoi j'irais pas chercher ces mêmes paramètres-là en disant, mais écoute, on va regarder l'ensemble de ta journée. Puis moi, je dis souvent à mes athlètes que je coach personnellement, je dis, moi, je veux comprendre votre vie au complet. Parce que si je fais juste quantifier le nombre de minutes que tu fais à la course, puis que je ne regarde que ça comme coach, ben je commets une erreur grave parce que la personne, moi, en fait, je contrôle entre 30 minutes et 2 heures par jour de cette personne-là. On calcule le reste des heures. Est-ce que le sommeil est bon? Est-ce que au niveau professionnel, familial, qu'est-ce qui se passe à travers la journée qui fait que le 30 minutes, est-ce que ça vaut vraiment 30 minutes pur et dur ou finalement le 30 minutes a été compliqué puis il venait se rajouter sur la pile des autres obligations? C'est là qu'il faut faire attention pour la personne, appelons-la normale, qui travaille, qui a une famille, qui a des objectifs sportifs. Il faut être capable de regarder l'ensemble de l'horaire ou du moins de l'occupation de la vie en général de ces personnes-là et ne pas juste regarder, ah, j'ai fait 12 heures d'entraînement cette semaine. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y avait autour de ça? 12 heures pour une personne qui est célibataire, qui travaille assis, comme tu disais, dans un bureau, versus quelqu'un qui est sur la construction, qui a deux enfants, c'est pas la même chose. Oui, clairement. Déjà, 12 heures, tu parles d'un volume d'entraînement qui est déjà conséquent pour la majorité des gens. Donc c'est sûr que quand tu vas dans des sports comme le triathlon, un peu le minimum entre guillemets si tu veux t'améliorer. Cette semaine, pour beaucoup de gens, 12 heures. Mais c'est clair, cette vision globale, elle est hyper importante et c'est aussi pour ça que moi je me suis mis dans le coaching en ligne, c'est pour avoir la possibilité d'avoir une vision globale et pas d'être juste une heure avec mes clients sur une séance, parce que c'est pas comme ça que tu progresses, je l'imagine. Et c'est aussi pour ça, c'est marrant que tu rebondisses sur le nom normal, podcast qui s'appelle Super Normal, c'est pour essayer justement d'optimiser ce que tu peux sans tomber dans les extrêmes et tu vois en ayant les pieds sur terre, parce que c'est clair que si tu t'entraînes comme un élite et que tu as une vie de famille, tu as deux enfants, tu jongles entre l'école, la sortie de ton travail, etc. Au bout d'un moment, tu es sur les rupteurs. Et enfin, tout ça, c'est des facteurs qui sont hyper accélérants, j'imagine, pour en tout cas avoir un état de surentraînement. Et à part la fatigue, ça serait quoi les warnings que tu sors? Parce que la fatigue, ça peut être compliqué déjà de se dire je suis fatigué, c'est trop, ou alors je suis fatigué, c'est normal parce que je suis dans la période un peu hard de ma prépa. Je le savais que j'allais être fatigué, mais comment tu jauges déjà la fatigue et est-ce qu'il y a d'autres signes? Hmm. Ben, en fait, la fatigue, comme tu dis, c'est le premier signe, mais on s'entend un athlète ou du moins une personne qui s'entraîne de façon régulière va vivre la fatigue au quotidien. En fait, je vais expliquer un peu les phases en fait, les quatre phases de la fatigue, si on veut, là. En fait, il y a le premier type de fatigue qu'on dit qui est une fatigue aiguë, normale, une mauvaise nuit, qui est pas nécessairement liée au sport. N'importe qui, même les gens sédentaires, peuvent vivre des moments où ils sont plus fatigués qu'à la normale parce que peut-être que, bon, ils ont mal dormi pour différentes raisons. Ça, normalement, ça se résorbe dans 24-48 heures. Donc, ça, c'est normal. Ça, on le met pas le volet entraînement. Après ça, on a ce qu'on appelle le surmenage fonctionnel. C'est-à-dire, ça, c'est la première étape. Puis en fait, en entraînement, on veut que nos athlètes vivent cette fatigue-là. Puis le surmenage fonctionnel, en fait, ce qu'on remarque, c'est que il va y avoir une diminution des performances. Fait que là, on parle, là, oui, il y a une fatigue, mais là, on voit que les performances diminuent à l'entraînement. Fait que ça, c'est un premier signe que là, ça commence à être un peu, est-ce qu'on veut jouer avec cette limite-là? Mais tu sais, on calcule que si on se repose une semaine, 10 jours,
on va avoir une augmentation de nos performances. Donc là, on parle de surcompensation. Donc, c'est souhaitable d'amener nos athlètes dans cet état-là parce que, en fait, ce qu'on veut, le principe de surcharge est un principe d'entraînement très important parce qu'on veut, si on ne surcharge pas, on ne surcompensera pas. Donc, on n'aura pas une augmentation de nos performances. Si on court toujours 30 minutes à tous les jours, on va s'améliorer, puis à un moment donné, on va plafonner. Le but, c'est de pousser l'organisme à s'adapter, donc à le surcharger, le reposer pour avoir une meilleure performance. L'autre étape d'après, qui est le surmenage non fonctionnel, c'est-à-dire que là, il y a une diminution de mes performances, mais qui s'installe dans le temps. Malgré le fait que je me repose, je n'arrive pas à surcompenser, donc je me repose. Ce qui me prenait normalement une semaine, 10 jours pour avoir vraiment une augmentation de mes performances, là, je continue à me reposer pendant des semaines, puis ça peut durer quand même plusieurs semaines, voire des mois, et je n'arrive pas à surcompenser, à reprendre le dessus, si on veut, sur la fatigue. Fait que ça veut dire que je me suis vraiment trop entraîné avant, ou du moins, j'ai mal géré ma charge. Ok. Et quand tu dis tu te reposes pour surcompenser pendant des semaines ou des mois, ça veut dire quoi? Tu baisses ton volume continuellement pendant des semaines, mais tu n'y arrives toujours pas à... C'est ça? Exact. Ok. C'est ça. En fait, je te donne un exemple concret. J'ai un ami, il y a 2 ans, m'appelle et dit, hey, là, si j'avais pas eu de nouvelles de lui depuis un petit bout, il fait beaucoup de vélo pendant l'hiver, fait du ski de fond, énormément, compétition. Et après, arrive l'été, il fait du VTT. Puis là, il y avait des compétitions en vue à la fin de l'été au Québec, donc dans le mois d'août. Puis là, il m'appelle, on était fin juin, début mai, fin juin, début juillet. Puis il dit, écoute, je suis cramé, ça fait 4 semaines là, que là, je suis fatigué. Il est arrivé à un stade où là, ses performances ont diminué pendant quelques semaines, mois, dans le mois de mai, à peu près, mai-juin. Puis là, il est arrivé à un stade qui dit, là, faut que je me repose, là, parce que là, puis normalement, en se reposant, il pensait que son affûtage habituel allait fonctionner, mais là, il a fait son affûtage actuel, puis son affûtage habituel, et malgré ça, il était encore en situation de fatigue. Puis là, il dit là, j'ai comme des signes bizarres, mon humeur est moins bonne, j'ai comme des symptômes un peu, mon sommeil est anormal, là, je suis très agité. Puis là, il s'est reposé pendant plusieurs semaines. Après m'avoir parlé, on a dit, écoute, là, repose-toi, oublie les compétitions. Finalement, ça y a pris, si je ne me trompe pas, c'est 8 semaines. Pour dire là, il a retrouvé un état fonctionnel de base. Il n'a pas surcompensé. Il s'est reposé quand même activement. Il allait faire du vélo avec sa copine. Il faisait moins de volume et zéro intensité. Je lui avais proposé, va rouler avec ta blonde, va faire des trucs tranquillement, mais surtout pas avec une intention de faire un effort vraiment à basse intensité, puis ça lui a pris 8 semaines pour reprendre. Lui, il était dans le surmenage non fonctionnel. Là, il a flirté, en fait, il a dépassé les limites, puis il a raté son été. Puis là, il a vraiment essayé, sûrement que sa saison de ski de fond pesait, il n'a pas pris de repos relatif après sa saison de ski de fond. Il a enchaîné tout de suite avec le vélo. Et là, il a traîné de la fatigue. Puis tout l'été, bon, il a saboté un peu son été. Mais ça arrive fréquemment. Puis j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me parlent de ça. Ah ouais, ça allait bien, puis là, ça va moins bien. Il était à la porte du surentraînement. Parce que là, si je reviens à ta question initiale, c'est quoi les symptômes? Tu as de la fatigue, contre-performance, ben, en fait, diminution des performances. Et après, les gens disent, je me sens pas bien, je suis plus fatigué. En me levant le matin, je suis fatigué. Les séances, je peux pas les compléter. J'ai des changements au niveau de l'humeur. Ça, c'est quand même un truc très, très important à considérer. Et après, j'ai pas le goût de m'entraîner. Puis j'ai des troubles du sommeil. Ça, c'est un autre drapeau rouge. Là, le trouble du sommeil, ça ne veut pas dire de faire de l'insomnie, mais j'ai un sommeil agité. Ça veut dire que ton système nerveux, quand c'est le temps de se reposer, il n'est pas capable. Il y a comme un mix qui fait que le système d'activation et mettons, de repos, les deux systèmes sympathiques, parasympathiques sont comme un peu mêlés. Donc là, il y a un signe quand même assez franc de dire là, il faut que tu te reposes, mon gars, parce que ça va aller mal pendant une longue période si tu n'écoutes pas ces signes-là. Ok. Et ça, tu peux le traquer, peut-être le sommeil. Pour ceux qui ont une montre connectée, ça a un sens de regarder plutôt le temps de sommeil ou plutôt justement la VFC, enfin HRV, variabilité de la fréquence cardiaque en C'est fonction un peu controversé, cette Ouais. technologie-là. En fait, moi, je le prends vraiment avec des pincettes parce que j'ai essayé les différents outils connectés, de la montre avec le truc Whoop là, au poignet, tu sais, en tout cas, différentes techniques. Aussi prendre la VFC avec la bande cardiaque là, à la poitrine. Le message, en fait, n'est jamais en fait, tôt ou tard, ces technologies-là vont te dire de te reposer. Fait que ça, c'est quand même bon, là. Mais en fait, je doute sur la capacité de lecture précise de ces paramètres-là. Si la personne prend la VFC, en fait, je sais que chez des athlètes de haut niveau, il y a beaucoup de gens qui font une saisie quotidienne de la VFC, qui comptabilisent les trucs, puis qui arrivent à interpréter un peu ces résultats-là, mais on a parlé dans un des cours qu'on donne à la Clinique du coureur, on a des experts invités, puis un des experts, c'est François Bieudy, qui est directeur de
de l'Institut national du sport à Montréal. Puis, c'est un physiologiste de l'effort, là, puis un physiologiste, en fait, un doctorat en physiologie, puis il nous disait qu'avec la VFC, il compile, lui, il suit des athlètes de haut niveau, ils arrivent à compiler des datas, mais de les interpréter, ils ont encore de la difficulté. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le feedback de l'athlète, en fait, comment tu te sens? Moi, c'est la question principale, même si ma VFC me dit que oui, non, je sais pas. J'ai de la difficulté à croire que l'algorithme en arrière de tout ça est vraiment fiable. Moi, je pense qu'ils veulent te pousser de l'information avec un algorithme sur lesquels, bon, tu sais, les datas qui sont saisies sont pas nécessairement précises. Le meilleur exemple, c'est que sur une montre, on essaie de prendre des pulsations cardiaques au poignet, puis ça fonctionne pas. C'est vraiment pas précis. Fait que je peux pas croire qu'ils vont me lire une VFC précise avec cette technologie-là. En fait, on sait que la technologie est quand même relativement bonne. C'est juste que l'endroit pour la saisie au niveau du poignet est pas bonne. Ok. On peut le prendre par exemple au biceps, ce serait déjà un peu plus précise, puis après sur la poitrine encore un petit peu plus. Alors moi, j'essaie de pas trop utiliser ces technologies-là pour vraiment dire oui, on écoute, parce que si on commence à écouter nos montres, j'ai l'impression qu'on va rater le bateau à quelque part, là. Ouais, on va être trop déconnecté de ces sensations. Exact. Avec des fois, on peut se lever en pleine forme, on a l'impression qu'on a bien dormi, etc. On regarde la montre et on voit score de sommeil 30, VFC complètement dans les clous et ça peut avoir un effet nocebo en tout cas sur la journée. Il faut quand même être capable de reconnecter. Ok, c'était pour savoir si justement tu pouvais avoir des signes annonciateurs, même s'il n'y a pas de valeur moyenne ou autre. Mais si toi, par exemple, tous les matins, tu te réveilles, ta VFC elle est autant et que bah, pendant après 2 semaines, 3 semaines, tu vois que ça dégringole de plus en plus, ça aurait peut-être été un signe annonciateur. Mais ouais, ok, si on n'a pas de valeur fixe, euh, on peut pas traquer ça. Mais en Ok. fait, comme je disais, c'est au pire, la montre, ben, au mieux ou au pire, va dire de te reposer parfois, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, on le sait que euh, il y a très longtemps, avant même que les moniteurs cardiaques soient, que tout le monde en ait, puis qu'il y ait des lectures au poignet et tout ça, il y avait quand même une technique qui était quand même utilisée fréquemment, puis qui est encore une très bonne technique pour voir un peu si mon système nerveux est dans un état favorable ou non à l'entraînement, puis c'est de prendre ses pulsations cardiaques le matin. Si on est capable d'avoir une lecture juste avec un moniteur cardiaque, puis le prendre pas pendant 15 secondes, puis multiplier par 4, là, vraiment prendre le temps de faire 1 ou 2 minutes de fréquence cardiaque au repos, et de mesurer ça au jour le jour, puis d'arriver à dire, bon, s'il y a une variation de 5 à voire 10 pulsations le matin, là, ça veut dire que mon stress global, pas juste sportif, est peut-être inadéquat. Puis c'est juste de prendre ses pulsations le matin. Moi, je pense que une personne qui fait un tracking de ses pulsations le matin, de prendre une bonne manière de mesurer, d'utiliser les bons outils, va arriver avec quand même une lecture quand même simple puis assez efficace. Ça, c'est un des premiers trucs qu'on peut Tu utiliser. mesurais avec quoi du coup? Ben, avec une sonde cardiaque, tu te réveilles le matin, tu prends un truc à la poitrine, là, une bande, un brassard, là, puis après tu prends tes pulsations. Ça peut être avec ta montre, la lecture va être quand même précise. Tu compiles pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis après tu fais ta fréquence cardiaque au repos, là. Tu prends le temps, tu sais, parce que tu le prends, tu t'assois, tu attends que ça descende un peu et tu fais une lecture pendant 2 minutes. Ça va être quand même assez bon. En fait, c'est que ça va venir te dire pas juste le stress de l'entraînement, c'est quoi le stress dans ma journée? Est-ce que ma nuit a été bonne? Là, je vais avoir une lecture quand même assez précise, à savoir comment mon système nerveux se sent ou est apte ou non à faire peut-être une journée d'entraînement. C'est une lecture qui est quand même assez intéressante puis très simple, mais ça demeure, selon moi, la meilleure manière, disons, objective de mesurer si mon système nerveux est dans un bon état. Ok, ok. Donc ça peut être quelque chose qu'on implémente facilement au matin. Et forcément, après, j'imagine, à corréler avec la charge d'entraînement. Si la veille, tu as eu une sortie longue, tu es sorti pendant 4 heures, le lendemain matin, c'est peut-être un peu normal que ta fréquence cardiaque elle soit plus élevée, mais sur la continuité, veiller que ça redescende bien et que ça rattrape les niveaux, c'est ça? Exactement. Puis après, l'autre truc qu'on peut faire avec les athlètes qui s'entraînent sérieusement, c'est que, bon, par exemple, je me lève le matin, j'ai une fréquence cardiaque qui est un peu douteuse, puis je me dis, ah, j'ai une grosse séance aujourd'hui à faire quand même, mais le coach m'a dit que oui, ça va passer. Après, je vais avoir un peu de repos. Bon, exemple, là, j'entends ma séance. Un des trucs que je regarde quand même assez fréquemment personnellement, puis j'essaie d'éduquer certains de mes athlètes à regarder ça, c'est est-ce que ma fréquence cardiaque répond au stress que je lui donne à l'entraînement. C'est-à-dire que si j'ai par exemple des intervalles à faire, donc à haute intensité,
Et je dis à mon athlète, puis l'athlète, en fait, je l'ai éduqué à comprendre ces trucs-là. J'arrive pas juste du jour au lendemain avec mon athlète. Ouais, là, regarde tes trucs. On a quand même mis la table pour qu'il comprenne bien c'est quoi la motivation en arrière de ça. Mais par exemple, j'ai des intervalles intenses, des 1 minute, par exemple, très intenses. Et je dis à l'athlète, fais un parallèle avec ta fréquence cardiaque. Est-ce qu'elle monte rapidement? Donc, est-ce qu'il y a une réponse rapide à l'effort? Comment tu te sens? Parce que la cote d'effort qu'on visait pour cet effort-là est à peu près de 7, 8 sur 10. Puis est-ce que c'est bien, tu es bien sur un subjectif? Donc, comment tu te sens par rapport à la valeur que tu vois sur ta montre? Donc, si la pulsation, en fait, ne monte pas rapidement, puis la personne dit, ouais, j'ai dû aller dans du 9 sur 10 pour atteindre ma pulsation, parfait, on arrête l'entraînement. Tu n'es pas apte à faire l'entraînement. Si les pulsations montent rapidement, se placent, et je corrobore avec comment je me sens, parfait, on est en plein où ce qu'on voudrait. Plus Si le la... cœur monte vite, Ouais. euh, plus c'est une meilleure réponse, entre guillemets, à l'entraînement. En fait, il ne faut pas que le cœur parte dans tous les Ouais, faut pas que sens, ça par s'emballe, faut contre. qu'il soit Il capable va de se redescendre placer aussi. rapidement. Il va y avoir une réponse positive au niveau cardiaque à l'effort et je corrobore avec un ressenti. Si je dois ramer énormément pour atteindre ma pulsation fixée, qui normalement, en fait, c'est qu'on est capable de faire, si on est à l'écoute de ces trucs-là, c'est que d'un entraînement à l'autre, on est capable de mesurer. OK, là, la dernière fois, mes pulsations montaient très rapidement, je me sentais à peu près bien. Là, pour le même effort, à peu près, je rame, puis j'ai les jambes, tu sais, au niveau périphérique, c'est difficile aussi. Là, il y a trop de fatigue, on passe l'entraînement. On le fera une autre fois. Ok. Fait que, tu sais, en Mais fait, c'est ça, marrant, c'est une des c'est un peu manières. contre-intuitif. Si le cœur ne monte pas rapidement dans l'effort, on pourrait justement se dire, bah, c'est cool, justement, je suis capable de gérer avec une fréquence cardiaque plus faible. Mais du coup, non, ça doit répondre rapidement. Et c'est des capteurs à suivre. Ouais, en fait, la fatigue va faire en sorte que des fois les gens, puis ça c'est pas nécessairement clair là, c'est que chez certaines personnes, les pulsations vont être beaucoup trop élevées pour un effort qui devait être très mollo, très facile. Ça c'est pas bon. Mais après la réponse cardiaque, la personne fait son échauffement, voit les pulsations sont normales, sont relativement basses, puis après je fournis un effort, je te demande un stress quand même physiologique très élevé, et il y a une réponse cardiaque quand même assez rapide. Ça c'est bon signe. Ok, ok, super. Très clair. Et du coup, pour continuer un peu sur les états, donc il y avait un troisième état, une fois que tu passes justement cette fatigue qui s'est installée un peu, tu passes directement dans le surentraînement? En fait, si on regarde là, les phases de la fatigue, on avait le surmenage fonctionnel qui est souhaitable, le surmenage non fonctionnel, l'exemple de mon ami qui fait du VTT, et après on bascule dans le surentraînement, syndrome du surentraînement. Le problème, en fait, c'est que malheureusement, l'état dans le surmenage non fonctionnel et le surentraînement est à peu près le même. C'est-à-dire, j'ai une baisse de motivation, je suis fatigué vraiment chronique. Après ça, j'ai pas le goût de m'entraîner, j'ai des changements d'humeur, j'ai des troubles du sommeil. Là, les problèmes s'accumulent, mais ça s'accumule et en fait, c'est le temps pour lequel, combien de temps ça va me prendre pour Ok. revenir à un état fonctionnel de base qui va me dire dans quel état j'étais. C'est-à-dire que les personnes qui ont un surentraînement, qui sont en surentraînement, donc ça fait plusieurs mois, voire des années, qui sont dans cet état de fatigue. Tu sais, là, après, on s'entend qu'il y a des problèmes psychologiques qui s'installent, ça peut être un trouble anxieux, ça peut être plein de problèmes qui s'installent parce que les gens sont fatigués et n'arrivent pas à prendre le dessus. Donc, ça vient impacter toute leur vie. Puis là, ça s'installe de façon chronique. Ça dure des mois, voire des années. Puis après, bouffe, là, après 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, la personne redevient normale. Et là, on peut constater, ben là, tu étais en surentraînement. Malheureusement, en fait, heureusement, les gens qui sont dans les phases préliminaires, qui arrivent à se reposer adéquatement, ou du moins qui ont chargé, mais beaucoup, mais qui sont capables de s'en sortir après 2 mois, comme mon copain qui avait fait ça, Mais ben c'est là, quand même parfait. déjà un signal assez clair pour te faire comprendre que t'en fais trop. Et la plupart Exactement. des gens le comprennent, c'est ça. Et ceux qui le comprennent pas vont plus loin, mais la Exact. plupart des gens le comprennent. Exact. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'installe. Puis en fait, le réflexe de beaucoup de gens, c'est quand ils arrivent dans une phase, on est par exemple dans le surmenage non fonctionnel, donc la fatigue est là, il y a une diminution des performances. L'erreur très bête, mais qui est hyper fréquente, c'est que les gens disent, je m'entraîne pas assez. Je sous-performe, donc il faudrait que je m'entraîne plus, plutôt que de dire, il faut que je me repose.
Puis c'est bête, mais c'est quand même un des réflexes. Et là, on embarque dans une spirale destructrice parce que là, je dois m'entraîner plus parce que je performe moins. Ils Quand ont on pense l'impression de simplement, stagner, d'être sur un plateau et de devoir régler ça par l'entraînement, alors qu'au contraire, ils stagnent pas, ils régressent, ils en font toujours plus pour toujours les mêmes perfs. Et, euh, et là, c'est un signe. Ok. exact. Et quand tu parlais tout à l'heure, très peu de cas en surentraînement, c'est parce que cliniquement, c'est pas tellement suivi ou parce que justement les gens s'arrêtent avant? Est-ce il y a des, enfin, est-ce que déjà cliniquement c'est pris en charge ou est-ce que c'est plutôt sur du bon sens entre guillemets et réduire le volume? Comment ça se passe une fois que t'es un peu sur cette fourchette, enfin sur cette ligne très faible? Mais en fait, pour arriver à un diagnostic de surentraînement, il faut d'un avoir une personne qui est compétente, là. Il y a un médecin Ouais. généraliste qui voit des gens. Puis tu sais, en fait, je les blâme pas. Il voit des gens qui ont mal à la tête, qui ont mal à un genou. Après, il voit quelqu'un qui est cramé. Ils ne peuvent pas dire, ben, nécessairement, je comprends le surentraînement. Hmm. Ce qu'il faut être capable de faire, en fait, c'est que la plupart des gens qui me contactent, moi, je suis pas médecin, j'essaie de les orienter en disant, écoute, les symptômes que tu me décris ressemblent à quelque chose qui peut s'appeler un surentraînement. Mais avant de sauter sur des conclusions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller par exclusion. Il faut que tu aies un professionnel de la santé, un médecin en général. On essaie de trouver des médecins sportifs et on va voir, est-ce qu'il y a des infections, des maladies, est-ce que tu as des problèmes hormonaux, thyroïdes ou autres, des trucs comme ça qui peuvent peut-être expliquer que tu es fatigué. Est-ce que, bon, il y a des virus, la mononucléose par exemple, est-ce que ça peut être ça qui explique que tu es fatigué, que ça fait quand même un bon bout de temps? Est-ce que tu as des déficits en fer, en magnésium, peu importe les minéraux, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là? Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que, tu sais, en fait, on est capable, le médecin va être capable de faire, OK, on fait l'état des lieux pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau. Ça, il y a des tests. En fait, on peut prendre une prise de sang et on peut mesurer ça. Malheureusement, le syndrome du surentraînement, c'est un peu comme le burn-out ou à la limite la dépression, qui est une autre condition, mais appelons-le le burn-out, là, qui est souvent lié à quelque chose au travail ou des trucs comme ça. C'est que c'est une condition qui est hyper complexe, Il n'y a pas de euh, biomarqueur précis. ben, qui est multifactorielle. Hmm. Aucun critère diagnostique qui sont validés. Et après, bon, il n'y a pas d'examen en laboratoire qui permet de savoir que j'ai un burn-out ou j'ai un surentraînement. Heureusement, si on a fait les exclusions dont j'ai parlé, et après, est-ce qu'on a considéré le REDS aussi, qu'on parle très régulièrement dans le sport? Est-ce que la personne se sous-alimente? Elle a de l'aménorrhée si c'est une fille, donc elle n'a pas ses règles. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut quand même voir Déjà avant. regarder les facteurs de récupération, enfin, forcément si la personne s'alimente mal ou peu, si elle dort naturellement pas à cause de son travail, de son rythme de vie, c'est déjà des choses à checker, j'imagine, avant de s'en prendre à l'entraînement. Et en fait, c'est ça, c'est que le syndrome du surentraînement peut être lié à trop d'entraînement, mais souvent à pas assez de Ouais. récupération, tu l'as bien Mm. dit. Donc, il faut être capable de voir. Puis c'est pas nécessairement, en fait, les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont confié, en fait, qu'on croyait qu'ils étaient qu'ils avaient atteint le syndrome du surentraînement, là, qui avaient vraiment poussé la limite. C'était pas nécessairement des athlètes qui s'entraînaient 30 heures par semaine, là. C'est des gens qui avaient quand même stress lié à l'entraînement, mais qui avaient d'autres stresseurs. C'est pour ça que je dis que c'est multifactoriel. C'est que moi, je crois vraiment que le surentraînement existe encore pur et dur, c'est-à-dire des personnes qui s'entraînent vraiment beaucoup et qui ne récupèrent pas assez. Mais selon moi, ce qu'on vit actuellement, c'est que c'est lié à plusieurs autres facteurs qui est pas seulement l'entraînement. L'entraînement est un stresseur. Et si on ne quantifie pas ce stresseur-là, et les autres, il faut les considérer, c'est là qu'on peut quand même arriver à quelque chose qu'on appelle un surentraînement. Mais en général, Une chez un sous-récup. athlète, on va dire c'est un surentraînement, mais c'est un burn-out, en fait. C'est pas nécessairement juste lié au sport, c'est lié à plein de facteurs. Ok. Donc, il faut quand même être capable de dissocier un peu le sport du reste, mais bien comprendre, comme je disais, l'ensemble de la vie des gens pour essayer de voir qu'est-ce qui cloche, puis qu'est-ce qui fait que la personne est si fatiguée, n'arrive pas à récupérer. En fait, c'est que le sportif moyen va souvent juger l'état de sa journée en disant ah, mon jog que j'avais à faire était laborieux. Il ne dira pas qu'il était complètement lessivé au travail, que ça fonctionnait pas. Il va dire quand je jogue, je me sens pas bien. Hmm. Alors que tout le reste de sa vie tombe en miettes, c'est le jog qui revient tout le temps. Fait que, bref, c'est ça. Faut être. Ouais, du coup, il y a pas de biomarqueur en plus, on peut pas faire une prise de sang, voir que le cortisol est trop élevé, que la testostérone est en baisse. Ça peut être le cas, mais ça veut pas forcément donner un diagnostic. C'est marrant, enfin du coup c'est intéressant que tu parles de similarité avec le burn-out, parce que le burn-out quand c'est ça, c'est on peut
pas, par exemple, aller au travail, on peut plus le faire, on peut vraiment plus. Il y a pas cette notion dans le surentraînement justement de j'ai pas envie d'aller faire ma séance ou je prends moins de plaisir à m'entraîner, je le fais parce que le coach a dit qu'il faut faire tant de séances ou tant de volume pour réussir mon objectif. Est-ce qu'il y a ce facteur aussi de pas envie en tout cas de le faire? Je pense que dans le processus d'entraînement, il devrait avoir à peu près, puis je dis des chiffres approximatifs, 85% du temps que ça devrait être j'ai le goût d'y aller, je le fais parce que j'ai vraiment envie. Il y a un 15%, puis je dis 15, ça peut être 20, là, c'est qu'il y a quelques séances par cycle d'entraînement qui pourraient être j'ai vraiment pas le goût, mais je sais qu'il faut que j'y aille parce que ça va me faire du bien, puis Oui, après, j'ai c'est un en programme. cycle normal qu'à ce moment-là de la prépa. C'est pas vrai que tout le monde est motivé à 100% du temps puis qui dit ouais, hop la vie là. Tu sais, en fait, l'entraînement c'est compliqué. Des fois, la météo est pas clémente, je suis fatigué, mais après, tu le dis, si ça se répète de façon trop fréquente, donc si ça augmente, en fait, plusieurs fois par semaine, j'ai pas le goût d'y aller, là c'est un signe avant-coureur. Puis les gens, en fait, j'ai l'impression que ils ont tellement l'objectif en tête, ça veut dire que je veux faire l'UTMB dans un an ou dans 2 ans. Ils oublient que le processus, en fait, c'est aujourd'hui. Le processus, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le goût? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment je suis dans un état favorable pour aller m'entraîner? Plutôt de dire, j'ai mon objectif, il faut que j'y aille. Puis ils oublient vraiment comment ils se sentent au quotidien parce que l'objectif prend la place la plus importante dans leur préparation. Alors, c'est dur à faire, mais de rabattre sur le processus au jour le jour, au cycle par cycle, de dire là, est-ce que ce cycle-là m'a permis d'avancer? Ce cycle-là, j'étais fatigué. Est-ce que je suis en panique ou je dois écouter les symptômes de ma fatigue pour vraiment être capable par la suite de réaugmenter? En fait, les gens, moi j'ai l'impression, puis c'est une opinion, les gens ont peur de ne pas être motivés. Hmm. Ont peur Ouais. de dire j'ai pas le goût d'y aller. Alors que ça fait partie de la game, comme on dit. Si tu es toujours motivé à 100%, ça peut être dangereux aussi parce que tu n'écouteras pas ces signes-là. Mais de l'autre côté, si tu n'es plus motivé du tout et tu y vas quand même, là, tu joues avec le feu parce que c'est sûrement parce que tu es fatigué, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, c'est un signal que ton corps t'envoie pour justement te faire réduire un peu le volume. Ok. Euh, une fois que t'es dans le surentraînement, du coup, tu as parlé de plusieurs mois, années pour t'en remettre. C'est quand même vraiment long, on n'a pas cette impression. Donc, je pense qu'il faut, comme tu le dis, bien distinguer un surmenage qui est plus fonctionnel, qui est déjà trop et qui est un signe, et un vrai surentraînement où là, tu as besoin de plusieurs années pour t'en remettre. Comment tu fais quand tu es dans le surentraînement, entre le fait de baisser ton volume, est-ce que tu coupes complètement? Est-ce que tu dois garder pour au moins avoir un petit aspect mental? Il y a beaucoup de sportifs qui peuvent pas vivre sans sport, et c'est ce qui fait, j'imagine, que c'est compliqué de s'en sortir parce qu'il y a peut-être toujours l'envie, en tout cas, d'en refaire plus, d'en refaire. Toi, t'es passé par là aussi, je sais. Comment t'as surmonté un peu cette étape? En fait, moi, j'ai été bien guidé. Ça m'a pris du temps avant d'aller consulter, mais j'ai eu la chance d'avoir une médecin sportive qui était qui avait beaucoup d'expérience, qui connaissait la condition. Puis elle, en fait, ce qu'elle me suggérait, c'est que rapidement, en fait, les phases initiales du surentraînement, souvent les gens, il y a comme un point de rupture. Puis après cette rupture-là, la plupart des gens doivent se reposer complètement parce qu'ils sont juste pas capables de faire quoi que ce soit, de fonctionner. Donc là, c'est important de prendre une période de repos. Les gens, Strict. les gens n'auront pas nécessairement le goût d'aller s'entraîner après cette phase-là, qui peut durer des semaines, voire des mois. Mais après, dès qu'il y a une prise en charge, comme par exemple une médecin qui embarque ou un médecin qui embarque, qui dit, OK, là, c'est contrôlé, ça va, tu sais, j'étais fatigué, ben, on va reprendre l'activité, ce qu'on m'a conseillé, ou du moins ce que la médecin disait, c'est de reprendre de façon quand même assez régulière, à peu près 5 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine, un petit peu d'activité, mais surtout pas générer de la fatigue. Il faut pas que ce soit fatigant, il faut pas que ce soit intense, il faut pas que ce D'où le soit fait d'en faire souvent, mais peu. Au moins, on génère exactement pas de juste fatigue. pour amener une petite dose Hmm. d'endorphine, puis de bon, puis aussi pour faire du bien à la personne. Mais en fait, ce qui se passe parfois, c'est que les gens, ils veulent en fond, parfois 10 minutes, c'est trop. C'est ça qui est compliqué parce que les athlètes qui s'entraînaient 3, 4, 5, 6, 10 heures par jour ben, pendant des journées, qui faisaient des ultra-distances et tout ça, arrivent à un stade de là, j'ai fait 10 minutes, puis j'en paie les conséquences pendant plusieurs jours. Puis ça, c'est vrai, là. C'est qu'il y a quand même des gens qui, dans leur état est si avancé, c'est leur système nerveux est si brisé, si on peut dire, que 10 minutes, c'est trop. Parce qu'il faut qu'ils fassent leur journée de travail en général. Il y a quand même, comme je parlais, des autres stresseurs. Ils sont capables
de voir qu'ils sont quand même à la limite juste pour fonctionner. Donc, c'est vraiment de l'ajouter à la pièce, puis de vraiment y aller très tranquillement, puis oui, de l'intégrer progressivement, mais d'être capable de guider l'athlète en disant, écoute, là, je veux que tu fasses de l'activité physique. C'est pas de faire du sport, ça paraît con, là, mais juste, tu fais ça pour faire Mhm. battre un peu ton cœur, puis t'envoyer Ok. quelques hormones là, pour te stimuler un peu, mais c'est pas pour t'entraîner, pour te préparer pour quelque chose. C'est C'est un juste de exercice de sport, mais c'est pas performer dans le sport, quoi. exact. Puis là, après ça, à petite dose. Puis là, parfois, bon, il y a comme des moments où ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va mal. Finalement, puis même, j'ai une connaissance récemment qui a vécu à peu près la même affaire. C'est un peu mix. Il y avait peut-être dû à la COVID longue. On n'a pas vraiment, on n'est pas arrivé à une conclusion précise, mais il y avait exactement les mêmes symptômes qu'une personne qui s'est surentraînée. Puis il en faisait beaucoup, il faisait des ultras et tout ça. En fait, ça a été vraiment d'augmenter, augmenter, augmenter. Puis après, boum, il y avait souvent des espèces de points où ça rechute, en fait. Crash, ok. C'est ça qu'on voit souvent. C'est que là, ça va bien, moyennement bien pendant un certain temps, j'ai augmenté, puis là, il y a un point de rupture, puis on ne sait pas pourquoi. Puis là, ça prend quelques semaines avant de récupérer, puis après, on recommence. Puis là, ça, c'est éprouvant de vivre tout le temps des rechutes. On Ouais, donc revient ouais, dans notre là, état j'allais dire un des peu rechutes. lamentable. Ok. C'est pas linéaire, enfin en tout cas c'est pas tu coupes et tu remontes petit à petit. C'est ce qui fait, j'imagine, que ça soit pas si simple de s'en sortir et que ça dure sur sur plusieurs, enfin sur une longue période en tout cas, parce qu'il y a toujours cette rechute qui vient un peu t'embêter, c'est ça? C'est ça, puis on sait, en tout cas, moi personnellement, même dans la littérature, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au Ok. niveau hormonal? C'est sûr qu'il y a quelque chose là, qui se passe au niveau des hormones. C'est lesquelles? Est-ce que, en fait, on est beaucoup dans la littérature, on est beaucoup dans le diagnostic, alors qu'on devrait être beaucoup dans la. En fait, la science, c'est Le bien, il essaie de traitement. comprendre, mais quand on est dans le diagnostic, c'est qu'il est trop tard. On devrait être dans la prévention. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Les gens qui sont cramés, ou du moins éduquer les gens à dire là, c'est important que tu écoutes les signes et symptômes parce que tu vas planter. Là. Quand tu es rendu en surentraînement, il est trop tard. Donc, j'essaie de voir comment on peut prévenir ces trucs-là. Je donne un exemple simple. J'ai vu passer dans les médias récemment il y a une patineuse de vitesse canadienne qui est très Ok. haut niveau, là, qui disait elle racontait un peu son histoire, puis elle était très, très fatiguée pendant plusieurs années. Et puis, ils ont des équipes, eux, médecins, entraîneurs et tout ça. Puis finalement, on sait pas, mais la personne contre-performait, avait pris du poids énormément. Donc, puis là, il a fallu qu'ils aillent faire des tests en Belgique. Je sais pas quels tests ils ont fait faire pour arriver à un point qui était en surmenage non fonctionnel pour après se reposer et reprendre le dessus. Mais elle était Il y aurait cramée par contre. potentiellement des tests qui montrent, si elle a dû faire Canada-Belgique pour avoir les tests, c'est que c'est peu développé et que c'est un peu expérimental, mais on essaie en tout cas de développer ça pour avoir un diagnostic. Ben, en fait, j'aimerais voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme Ouais. test. Parce que, tu sais, en fait, il y a une revue systématique qui est parue récemment dans le Journal international de Sports and Physiology et Performance. Là. J'ai comme Ok. ici le français et l'anglais. Mais, tu sais, en fait, il y a une super belle infographie qui dit voici en fait, les symptômes ou du moins les traces avec des examens cliniques, ce qui est proposé dans la littérature comme cause du surentraînement, tu sais, augmentation du cortisol, il y a plein de trucs endocriniens. Puis après, ce qui est démontré, après, tu as l'infographie, puis il n'y a absolument rien. Dans la littérature, il n'y a absolument rien qui est démontré dans des tests qu'on pourrait faire, que ce soit des prises salivaires, urine, sang, qui nous dit que la personne est en surentraînement. Mais j'aimerais bien savoir, en Belgique ou ailleurs dans le monde, peut-être qu'ils ont des trucs plus avancés, mais dans la littérature, en ce moment, il n'y a rien. Donc, Ok. mais la personne était cramée, était fatiguée, elle contre-performait, elle prenait du poids. C'est sûr que c'était lié à sa charge d'entraînement, là. C'est sûr et certain. Puis là, tout le monde dit, Ouais, ah là, on ne sait pas, là. ouais. Ce qui est compliqué aussi, j'imagine, à diagnostiquer dans la littérature, c'est que bah forcément, ça va être observationnel parce que éthiquement, on peut pas prendre deux groupes, en mener un en surentraînement pour voir. Donc, c'est observationnel et du coup, il y a tout un tas de facteurs qu'on peut pas contrôler. Ouais, j'imagine que c'est un petit casse-tête en tout cas à décortiquer les marqueurs à suivre, les choses. Donc, et tu sais pas où est-ce qu'elle a fait son test en Belgique ou non? Non, c'est ça, j'ai lu tu sais, un truc, c'est un petit article là, très très bref sur Ok. du moins leur démarche, mais ça m'a quand même fait sourire. Mais là, la fille, tant mieux, ça va bien, elle a réglé ses problèmes, mais en fait, c'était parce elle avait trop la charge globale, entraînement et autres, était débalancée. Là. Pas parce qu'ils ont fait un test salivaire, ah là, on comprend pourquoi. Non, non, on comprend pas pourquoi. En fait, on arrive à une conclusion qui aurait pu être tirée à l'avance en disant, ben là, parce qu'en fait, je suis pas mal convaincu que ces gens-là n'ont pas de démarche. Est-ce que c'est nutritionnel? Est-ce que, tu sais, en fait, le diagnostic du surentraînement arrive, mais c'est quoi qu'est-ce qu'on peut prendre en charge? Qu'est-ce qu'on peut modifier pour que la personne ne se retrouve pas de nouveau dans cet état-là?
Puis après, bon, comme je serais curieux de savoir c'est quoi la prise en charge qui a été faite après, mais des fois, tu sais, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir qu'il y a des fédérations sportives très, très organisées qui ont quand même des budgets, qui ont des médecins, qui ont des entraîneurs, puis qui n'arrivent pas à dire t'es cramé, puis il faut que tu te reposes. Tu sais, en fait, ils veulent avoir un test ou quelque chose comme ça, mais pourquoi? Tu le savais déjà qu'elle allait mal. Bref, c'est quand Ouais, même. il y a peut-être aussi un surmenage, enfin dans le professionnel c'est compliqué parce que les athlètes sont là pour un certain temps et ils ont peut-être envie de prendre tout ce qu'ils ont à prendre le temps qu'ils sont là et tant pis pour la santé. On peut le voir dans pas mal de sports je pense. Je pense qu'il doit y avoir un biais aussi en plus de ce côté-là, donc ça rend encore plus flou la lecture. Est-ce qu'il y a des sports, juste pas, parce que là, du coup, tu parles de patinage, est-ce qu'il y a des sports qui sont plus prédisposés? J'imagine tout ce qui est triathlon, et enfin, forcément, les sports d'endurance peut-être plus. Est-ce qu'il y a des sports qui sont un peu plus à l'abri aussi? Euh, est-ce que tu as un peu de données là-dessus? Est-ce qu'il y a J'ai des... pas beaucoup de data dans la littérature. Moi, là aussi, ça me faisait sourire. Il disait, bon, on a trouvé 36 joueuses de rugby surentraînées. J'ai dit, Mhm. mais vous les avez trouvées où, tu sais, en fait, en fait, c'est pas parce que le rugby est pas propice au surentraînement. Je pense que tous les sports peuvent être propices si on n'écoute pas nécessairement les signes. En fait, l'exigence de l'épreuve est quand même assez liée à un potentiel de surentraînement. Mais tu sais, en fait, les judokas s'entraînent 4 5 heures par jour aussi. On pense toujours, ah, les sports d'endurance, Ouais, les c'est gens vrai. font. Oui, mais tu sais, il y a tout ce qui est artistique, la nage synchronisée, c'est dément le nombre d'heures qu'ils passent dans la piscine à répéter, à faire du renforcement, à faire la gymnastique, tu sais, il y en a plein de sports, mais on se rabat. Moi, en fait, ce que je vois, ou du moins ce que je côtoie des gens, c'est des gens qui font des sports d'endurance. Puis oui, c'est propice à trop en faire parce qu'il y a quand même énormément de temps passé à l'entraînement, en triathlon encore plus, parce que tu peux t'entraîner pratiquement à l'infini en vélo et à la natation, à la course. En fait, le coureur va se blesser souvent avant de se surentraîner. Il Mm. va Et en fait, arriver il y a à... peut-être aussi le côté non professionnel. Dans le professionnel, forcément, bah, déjà, à partir du moment où tu fais du sport au niveau professionnel, c'est plus forcément du sport santé où tu vas vraiment tu vas jongler avec la ligne. Et donc, peu importe la discipline, tu vas avoir des volumes d'entraînement énormes. Euh, les sports d'endurance, enfin, en tout cas, ma vision des choses, c'est que même en étant amateur, même en ayant une vie de famille, tu peux aller chercher quand même des volumes d'entraînement qui sont carrément décorrélés de tes capacités. Et c'est pour ça qu'on a peut-être plus tendance à voir en tout cas les sports d'endurance, parce qu'il y a plein d'amateurs qui s'entraînent comme des professionnels et qui ont du coup tous ces externalités un peu négatives de l'entraînement, non? Moi, clairement, moi, je pense que l'ultra est comme appelons ça une pépinière Ouais. à surentraîner potentiel parce que tu sais, il y a tellement d'entraînement, tellement de volume d'entraînement, mais encore là, les gens font de plus en plus d'entraînement croisé, fait qu'ils peuvent encore cumuler beaucoup plus d'heures d'entraînement. C'est quand même assez dangereux, mais tu sais, l'athlète de haut niveau, par contre, même s'il a le temps de s'entraîner puis qu'il est payé pour faire ça, ben justement, il y a quand même des pressions Ouais, c'est externes, vrai. les commanditaires, les subventions qu'ils peuvent avoir de l'État pour performer à haut niveau. C'est quand même assez dangereux, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, la personne moyenne qui a une vie puis qui s'entraîne de façon très sérieuse est quand même sujette à peut-être vivre quelque chose qui va ressembler au surentraînement parce que sa vie est tellement... Moi, des fois, je vois des horaires de personnes, je dis, je sais pas comment ça fait, comment c'est possible de faire tout ça dans une journée. Une journée, ça va, une semaine, c'est compliqué, un mois, ça devient dément. Fait qu'il faut quand même être... c'est ça, c'est dangereux d'avoir d'imbriquer dans sa vie. Puis en fait, moi, je le répète souvent, là, on parle l'ultra Ouais. trail, c'est à la mode. C'est pas Ouais. fait pour tout le monde, là. Vraiment Non. pas, là. Et on Puis a j'avais cette... l'impression avec les réseaux sociaux que c'est banalisé, que si tu cours pas, enfin si tu fais du trail et que tu t'as pas comme objectif de faire l'UTMB, t'en parlais tout à l'heure, ou la Diag ou des choses comme ça, si tu fais du triathlon et que t'as pas pour objectif de faire un Ironman, bah t'es nul. On a l'impression que c'est accessible, tout le monde le fait, tout le monde le, enfin en tout cas tous ceux qui le font le partagent et du coup t'as l'impression que tout le monde le fait. Mais en fait c'est des performances qui sont extrêmes. Enfin c'est déjà. L'épreuve en soi est belle, c'est noble, c'est super, mais j'avais la discussion. Chaque année, on va à Chamonix, puis on était sur le parcours de l'UTMB. On a la chance de pouvoir faire les sentiers pendant l'épreuve. Mon collègue Nicolas Bourron et moi étions sur le parcours, pas l'année dernière, l'année précédente. Puis on voit les gens, les premiers qui passent, tu sais, les premiers, là, puis c'est des cadavres, là, tu sais, au 100 km 130 quelques avant Valorcine. Là. Ils sont comme ça, c'est compliqué, ils sont séchés, là, la peau. Tu sais, c'est puis Ouais. là, ça, c'est les premiers.
Imagine la personne qui va faire 40 heures, va faire 2 nuits dans la montagne. En fait, moi, je pense que ces personnes-là, oui, OK, parfait, good, bravo, mais ces gens-là font des compromis à quelque part. Tu peux pas avoir une vie de famille exemplaire, un super travail, te développer professionnellement. Tu sais, en Hmm. fait, c'est un choix, mais c'est pas fait pour tout le monde, je crois. Personnellement, je crois qu'il y a des gens qui devraient pas faire de l'ultra. Pas faire de la rando dans la montagne, mais de faire de l'ultra puis de placer l'entraînement dans une vie hyper occupée, ça se fait pour certaines personnes, mais c'est pas tout le monde qui devrait penser que c'est accessible parce que ça se fait au détriment de quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Et sur une ligne de départ, tu vois pas ceux qui ont trois enfants. En tout cas, ce que tu vois sur les réseaux, tu vois pas que les gens sont célibataires, ont juste ça à penser, ont les sponsors. Tandis que toi, tu as deux enfants, tu as ta femme, tu as ton travail. Et c'est peut-être pas justement. Enfin, ton quotidien n'est pas fait pour mettre autant. Bah déjà, en fin de prépa, si tu dois faire des week-end shocks, tu fais une croix sur la famille. Donc il y a peut-être des choses aussi à penser parce que je pense que l'aspect psychologique peut avoir un lien si ta famille ne suit pas justement ton entraînement, si à chaque fois c'est un compromis pour aller t'entraîner, tu rentres, c'est la guerre à la maison, j'imagine que ça peut avoir un impact aussi sur ta capacité de récup, sur ton niveau de stress et du coup te mener dans ces états de surentraînement. Clairement. En fait, moi, une des questions que je pose avec les gens qui travaillent avec moi pour que je vais guider, que je vais entraîner, c'est comment va ton couple? Tu sais, c'est des questions un peu personnelles, mais en fait, parce que ouais, j'ai des enfants, tout ça, ok, parfait, as-tu une bonne entente avec ta femme ou ton mari? Parce que tu sais, des fois, ouais, c'est un peu à l'arraché, il faut que je m'entraîne à 4 heures le matin, sinon, ben, tu sais, des fois, je me dis, ben, peut-être la diagonale des fous, on va revoir un moment, peut-être quand tes enfants vont être un peu plus vieux, ou tu sais, c'est des questions quand même de base qu'il faut poser à ces gens-là dans leur préparation. Mais il y a toujours des exceptions, puis c'est comme tu disais, c'est eux qu'on va voir. Ouais, moi j'ai fait ça, j'ai fait telle épreuve, puis je travaille 10 heures par jour, puis je cours la nuit, puis tu sais, bon, ok, good, là, bravo, mais en général, moi je pense que c'est à la limite dangereux de faire ça, tu sais, c'est pour la santé des gens. C'est pas sain, là. Non, là c'est du surmenage sur tous les fronts et du coup forcément comme tu le dis, c'est pas sain. Et une fois, donc on a vu comment on arrivait, on a vu comment s'en sortir un peu, donc forcément en gérant les volumes, en s'écoutant, peut-être en quantifiant aussi. On peut avoir peut-être des barèmes pendant la phase où on essaye d'en sortir, qu'on soit diagnostiqué en surentraînement ou qu'on soit dans la phase un peu de surmenage. Est-ce qu'il y a des barèmes, peut-être des choses à pas franchir pour éviter les rechutes et essayer d'arriver de façon safe dans un nouveau plateau où, ok, on peut se dire que là, on s'en est sorti. Non, j'ai pas de Non. barème. En fait, la médecin m'avait conseillé de faire des 30 minutes. Personnellement, elle m'avait dit, ben, fais des 30 minutes, tu sais, de jog tranquille, course-marche. Et moi, je pense que le chiffre de 30 minutes est très arbitraire. J'aurais tendance vraiment à dire d'y aller avec une progression, comme on fait avec un retour de Et du plaisir blessure. aussi, hein. Ah, mais oui, puis tu sais, c'est du fractionné. En fait, de faire du fractionné au niveau mécanique, on sait que c'est bon, mais même au niveau physiologique, si je fais du 15-15, c'est pas pareil. Je fais 10 minutes en faisant 15 minutes course, 15 minutes 15 secondes course, 15 secondes marche. Ben, je vais avoir couru 5 minutes, mais je vais avoir été 10 minutes à l'extérieur. Fait que moi, j'ai tendance vraiment à dire non, en fait, il n'y a pas de chiffre arbitraire selon Donc moi attends, tu qu'on va dire. recommandes de faire du fractionné ou non? J'ai pas compris. Oui, je conseillerais de faire du fractionné. Les gens qui sont, en fait, t'es très fatigué, ce que je veux, c'est lui faire prendre l'air. Au début, ça peut être des marches, tu sais, aller juste prendre des marches dehors, puis après, on va commencer à réintégrer un peu avec du fractionné. Puis c'est vraiment, malheureusement, appelons ça essai-erreur, c'est qu'on va essayer, 10 minutes peut-être c'est trop. Et si 10 minutes c'est trop, ben, on va y aller avec, tu sais, avec un petit peu moins de moments de course. C'est vraiment, il n'y a pas de ligne directrice, selon moi. En fait, il n'y a pas de plan déjà fait qui pourrait fonctionner. En fait, si j'avais à prendre un plan et dire, suis ce plan-là, je prendrais un des programmes fractionnés de la clinique du coureur. Programme 1, retour de blessure. En fait, c'est une blessure, carrément. On va y aller tranquillement. Si tu as arrêté en plus de courir pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire un an, ben, il faut que tu recommences tranquillement au niveau mécanique. Alors pourquoi pas donner un programme d'entraînement qui va te réintégrer le stress mécanique, puis en même temps, par la bande, le physiologique. Ça serait Ouais. une bonne Puis approche. il faut intégrer aussi, c'est ça, si tu dis si tu t'arrêtes plusieurs mois, il faut intégrer aussi le fait que pendant un certain temps, tu repasses débutant au niveau mécanique, au niveau des articulations, des tissus, du coup, à revoir la progressivité et essayer de mettre ton ego de côté en plus s'il revient plus vite que ton état de forme pour éviter la rechute. Et quand je disais des marqueurs à suivre, c'est par exemple, tu suis, quand tu essaies de quantifier le stress mécanique, tu as des marqueurs de, ok, là j'ai une petite douleur, tu essaies de la placer sur une échelle, c'est une douleur qui est acceptable, si elle devient un peu trop, j'essaie de baisser mon volume. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu pourrais mettre en place? Par exemple,
sur le plaisir de l'état que t'es dans lequel tu rentres quand tu rentres de ta sortie de 10 minutes, ou l'envie que tu as au matin quand tu sors de ton lit et que tu te dis aujourd'hui je vais sortir, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu pourrais essayer de marquer? Oui, ben en fait, moi je pense que la meilleure chose à faire, en fait, le marqueur, puis pour l'avoir vécu, puis j'ai eu des gens qui m'ont partagé, en fait, on vit des choses un peu similaires. C'est vraiment, si j'en ai fait trop la veille, je vais le savoir au réveil. Je me réveille, puis là, ça va pas au niveau je parlais toujours d'être un peu dans la vase, là. Tu sais, les gens, tu te réveilles le matin, puis tu es complètement gazé, t'as de la misère à t'activer parce que tu en as trop fait la veille. Fait que c'est souvent ce marqueur-là, en fait, ça serait de façon très simple le matin au réveil, comment est ton activation? Est-ce que c'est laborieux? Est-ce qu'au contraire, tu te sens bien? Puis ça se sait très rapidement au réveil le matin, le lendemain. Ok, Est-ce que j'en ai ok, trop fait ou non? Est-ce que je suis capable d'augmenter un petit peu plus ou non? C'est pas nécessairement pendant, ça va vraiment être au réveil ou dans les premières minutes du réveil pour dire, OK, là, mon système nerveux, je crois qu'il y a quelque chose de bon. Fait que c'est être à l'écoute un peu de son état général, puis de voir comment. C'est quand même étrange parce qu'on passe, ces personnes-là passent d'un état de sportif quand même accompli, qui supporte des grosses charges d'entraînement, qui est capable d'en prendre, à dire je marche 10 minutes, puis je suis complètement démoli. Mais ces gens-là sont à l'écoute. En fait, tu deviens à l'écoute de ces signes-là parce que le matin, tu n'es pas toi-même, là. Donc, c'est ça. J'aurais juste tendance à ramener. En fait, les gens qui vivent un réel surentraînement vont comprendre. C'est que quand tu l'as vraiment vécu, ton système nerveux est complètement mélangé, là, si on peut dire. Donc, ça fait que tu as un état lamentable le matin. Puis, tu essaies de juste, t'espères que la récupération, le temps va faire en sorte que ça va se dissiper. C'est carrément ça le souhait de ces gens-là. C'est même pas de performer, c'est même pas de faire un ultra. C'est juste de dire là, est-ce que je peux reprendre un mode de vie normal puis de ne pas être complètement comme ça en me levant le matin. ok, ok, ça marche. Très clair. Et une fois que tout à l'heure tu disais ta connaissance avait pris 8 semaines, comment tu établis que, ok, là, je suis sorti de mon surentraînement. Enfin, la personne que tu abordais, c'était pas forcément un surentraînement, mais quand tu es vraiment dans le surentraînement, comment tu dis que bon là, voilà, ça m'a pris 3 mois, mais là, je suis plus en surentraînement. C'est parce que tu arrives à augmenter tes niveaux petit à petit et t'as plus de rechute comme avant, parce que tu te ressens comme comment tu sais que t'en es sorti. Mais la fatigue s'est résorbée parce qu'on s'entend, il y a eu un repos actif pendant un certain moment. La personne, comme au réveil, se sentait comme ça. Donc, elle n'était pas bien au matin, à tous les matins, puis après ça, l'entraînement était laborieux. Et là, elle arrive à un stade où elle se lève le matin. Ah, je suis pas si mal. Elle va faire son petit vélo tranquille. Ah, je me sens pas si mal. Puis après ça, quand on est capable d'aligner quelques journées comme ça où on n'essaie pas de pousser, on n'essaie pas de faire quoi que ce soit, mais au moins, j'ai l'impression d'avoir récupéré. Ok. C'est pas aussi con que ça, c'est vraiment une fatigue, puis on ne sait pas pourquoi. C'est sûrement au niveau hormonal ou des trucs qui se passent au niveau endocrinien ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que la personne se sent, pour une façon, pendant une période très prolongée, est très fatiguée, n'arrive pas à fonctionner normalement. Puis après, il y a quand même quelque chose qui s'est résorbé. Puis là, whoop, c'est des signes avant-coureurs de dire, OK, là, ça va mieux. Je vais peut-être être capable de recharger puis d'observer un peu. Puis les gens, des fois, ils essaient de recharger trop vite, ils replongent. Mais en général, quand ça fait plusieurs jours, voire semaines que whoop, ça va vraiment mieux, là, on peut s'attendre à, OK, là, on pense on a tourné le coin. Puis après, on peut réaugmenter tranquillement la charge, mais vraiment être à l'écoute, puis être capable de faire un pas de côté là, ou un pas en arrière pour dire, OK, là, on a augmenté, mais là, je me sens encore un peu fatigué. On devient un peu plus à l'écoute, disons. Vigilant. Mm. Et une fois qu'on en est sorti, on en est sorti, on n'a pas de séquelles, par exemple, comme quand, je sais pas, tu te casses un genou, tu te fais une rupture des ligaments, quoi. Tu as peut-être des petites séquelles qui restent tout le temps, même si tu essaies de les contrer au niveau. Enfin, c'est peut-être des mauvais exemples là, que je prends en compte, mais tu as compris le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des séquelles qui sont irréversibles ou est-ce que si tu gères bien maintenant ton volume d'entraînement, que tu es à l'écoute, que tu fais tout ce qu'il faut, t'en es sorti? Dans la science, on On s'entend sait qu'il pas. n'y a rien là-dedans. Ok. Moi, personnellement, puis encore là, j'ai eu la chance de parler avec des gens qui avaient eu une condition qui était un surentraînement, qui ont pris plusieurs années à s'en sortir. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que on appelle ça une fragilité, mais est-ce que c'est vraiment une fragilité due au surentraînement ou c'est seulement une meilleure écoute qui fait que j'ai l'impression, du moins, ben, je confirme là, que si on soumet notre corps à des efforts très intenses, on va avoir une certaine fragilité. C'est-à-dire que
J'ai un ami qui m'a appelé l'année dernière qui, lui, avait vécu un surentraînement, un vrai, là, 4 ans, là, 4 ans à essayer de s'en sortir. Un ancien cycliste de haut niveau. Lui, il m'appelle, il dit, hey, là, je viens de faire un entraînement de PMA en vélo, puis là, parce que lui, ça lui a pris 4 ans à s'en sortir. Il a pris de la médication pour stabiliser un peu au niveau de l'anxiété que ça avait généré, tout ça. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps, puis tu sais, c'est pas disparu du jour au lendemain. Là, ça fait plusieurs années qu'il est sorti de ce 4 ans-là. Là, on parle, là, ça doit faire 10 ans là, maintenant. Et cette personne-là m'appelle et dit, hey, là, à chaque fois que je fais un entraînement intense, là, je viens d'en faire un PMA très élevé, j'ai vraiment un coup, puis ça me prend des jours, voire des semaines à m'en remettre. Fait que là, c'est de où ça vient? Puis moi, je l'ai vécu personnellement aussi, c'est le genre de, je me mets des gros entraînements intenses dans la gueule, si on peut dire, et je vais avoir besoin de beaucoup de récupération. Bon, oui, je vieillis, est-ce que c'est ça? Mais il y a vraiment, c'est seulement ces moments-là où il y a vraiment une surstimulation du système nerveux qui fait que on retombe dans des épisodes un peu qui ressemblent à ce qu'on vivait quand on était surentraîné. Fait que c'est quand même étrange, puis je pourrais pas dire pourquoi, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont confié vivre cette même fragilité-là. Est-ce Ok. que c'est comme un post-traumatique de quelque chose parce que tu as peur de retomber dans ton truc? Je le sais pas. Est-ce qu'il y a une fragilité du système nerveux? Est-ce que ça existe? On le sait pas. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant que les gens demeurent fragiles à des efforts, vont être capables de cumuler beaucoup d'heures d'entraînement. Tu sais, personnellement, moi, j'ai fait des Mhm. ultras, là. J'ai fait Mais des, forcément, avec 30-42 SAR l'année. ouais, ouais, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant d'être malade. Mais après, j'ai quand même été capable de refaire des triathlons un peu, de faire des ultras, puis mais de bien quantifier ma charge physiologique. Mais bref, c'est dans des efforts très, très intenses de courte durée qui vont vraiment chercher beaucoup au système nerveux, une hyperactivation du système nerveux qui semble avoir des conséquences. Donc, il y aurait peut-être eu des séquelles, mais comme je dis, on le sait pas. Mais c'est quand même assez moi, je me questionne beaucoup à savoir quelles seraient des lésions au niveau du système nerveux. Est-ce qu'il y en a? On ne le sait pas. Ok, ouais. Tout va résider dans la capacité à analyser en tout cas les sujets et avoir une bonne vision sur tous les facteurs pris en compte. Et je pense que c'est là-dessus que c'est difficile. Donc j'imagine qu'à un moment donné, on aura des vraies données fixes. Mais en attendant, bah, il faut faire avec ce qu'on a et c'est ça, il faut être à l'écoute de son corps. On a beaucoup parlé là du coup justement de tous les procédés, enfin en tout cas la marche à suivre. Mais tu l'as dit vraiment, le diagnostic c'est cool, mais c'est trop tard. Ce qui compte c'est la prévention. J'imagine que c'est aussi ce que toi tu essayes de faire au sein de la clinique du coureur. C'est ton rôle peut-être d'ailleurs de faire justement ces formations là-dessus, de chercher, de fouiller la littérature, etc. C'est quoi la meilleure prévention? Qu'est-ce que tu recommandes justement aux athlètes que tu coaches? C'est quoi les feedbacks que tu essaies d'avoir régulièrement pour être dans la prévention et pas arriver déjà rien que dans le surmenage? Moi, personnellement, tu sais, je coach quand même pas mal d'athlètes à distance. Mhm. Puis, donc, j'essaie d'avoir une bonne communication avec eux parce que, tu sais, le problème du distanciel, c'est justement ça, c'est que tu vois pas tes athlètes. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font au quotidien. En fait, quand je coachais l'équipe de tri ici à Québec, à l'époque, je voyais mes athlètes tous les jours. J'étais capable de voir, tu sais, de constater que les gens étaient fatigués. On avait des feedbacks constants. Moi, je coach des gens qui habitent un peu partout au Québec ou même en France. Puis, bon, ils me donnent un feedback, mais tu sais, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien? Donc, j'essaie d'avoir une discussion quand même assez ouverte avec eux, à savoir est-ce que la charge d'entraînement versus ta vie est suffisante? Est-ce que, tu sais, je veux que la discussion soit ouverte là-dessus? Mais en parallèle, tu sais, en fait, la prévention, c'est vraiment difficile d'entrer sous la peau d'un athlète puis de lui faire comprendre. Quand tu es dans le processus d'entraînement, tu as comme une vision quand même assez. Puis il y a des profils de personnalités qui sont peut-être plus enclins à se surentraîner ou du moins à mal gérer la fatigue et l'entraînement malgré toutes les connaissances qu'on a. Tu sais, les gens qui veulent s'exposer beaucoup sur Strava, qui ont, Ouais, comme je j'allais t'en parler dis, justement de ça. ah ouais, ça c'est quand même assez problématique de dire je vais en faire plus parce que je veux me montrer sur Strava. Aussi les gens qui ont un désir, j'en parlais tantôt, un désir lointain de faire la diag ou de faire le tort des géants, mais qu'ils oublient complètement aujourd'hui je me sens comment. Des fois, il faut essayer de recentrer ces gens-là. Puis tu sais, il y a des gens qui sont, tu connais peut-être des bigorexiques, là, des gens qui ont comme une addiction à l'entraînement, donc qui ont une dépendance, qui ont un besoin de s'entraîner qui va au-delà du désir de performer. C'est seulement si je ne m'entraîne pas, je suis pas fonctionnel, je suis pas bien dans ma vie. Puis là, il y a comme une ligne mince entre je dois m'entraîner parce que je fais une épreuve qui est très exigeante versus je m'entraîne parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai le désir de le faire. Ces gens-là s'écoutent pas. Les gens vont le faire parce que c'est un besoin profond de faire de l'activité physique, d'être en mouvement
pour pallier un besoin quelconque, là. Après ça, on pourrait en parler à des psychiatres, là, mais tu sais, en fait, c'est quand même, il y a des gens qui ont cette addiction à l'entraînement-là. Donc, tu sais, c'est pas évident de prévenir. Ce que j'essaie de faire, par contre, avec la Clinique du coureur, c'est qu'on forme à chaque année des experts qui sont formés à la Clinique du coureur. Puis, dans le cours d'expertise, je fais un atelier d'1 heure sur le surentraînement. Puis, c'est des kinés, en fait, qui font ça. Des kinés, des physiothérapeutes, parfois des médecins. Puis j'expose un peu tous les. Je leur fais comprendre un peu, comme on fait là en ce moment, là, de comprendre c'est quoi le syndrome du surentraînement pour que les kinés, parce que les kinés, en fait, c'est souvent qui traitent des coureurs ou des sportifs, ils vont venir les voir souvent parce qu'ils sont blessés avant d'être Ouais, c'est la surentraînés. première ligne, C'est justement, la avec les première petits ligne. Voilà. symptômes, la petite bobologie récurrente. Fait que on essaie d'éduquer un peu ces gens-là à comprendre le phénomène, puis de dire, OK, parfait, si t'as des gens qui arrivent dans ton cabinet, puis qui sont comme ça, tu sais, qui sont de travers, ben peut-être que tu vas mieux comprendre, tu vas peut-être mieux les guider, puis à pouvoir avoir des ressources disponibles autour de toi. Tu sais, je parlais de médecins ou des gens, peut-être même contacter le manager si c'est des jeunes. Bref, je mets en place un peu, d'abord comprendre le phénomène, puis après, quels sont les outils qui sont à leur disposition pour, disons, mieux guider les patients qui viendraient, puis qui auraient des signes, démontrent des signes un peu avant-coureurs de surentraînement. Ok, ok, très clair. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui augmentent le surentraînement? Boire du café, tu vois, quelqu'un qui va boire du café, qui va bah, justement essayer d'en boire toujours plus parce qu'il est un peu plus fatigué, et du coup, bah, il va voiler un peu ce niveau de fatigue. T'en parlais, Strava, des changements dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont mettre un terreau propice justement au surentraînement et sur lesquels on pourrait avoir l'œil, qu'il faut faire attention? Et quand on aborde ces périodes-là, justement, on prend un peu de recul, on se dit, ok, là, il faut que je sois vigilant. Par exemple, l'arrivée d'un enfant, des choses comme ça, est-ce que tu as du recul là-dessus? Mais en fait, ce que tu disais tantôt, le café, ça c'est clair. Si tu as besoin toujours de plus en plus de caféine le matin pour juste fonctionner, ben pose-toi des questions. Même chose pour les boissons énergétiques. C'est des Red Bull, toutes les grandes compagnies. Si les gens doivent consommer ces trucs-là juste pour arriver à faire leurs entraînements, il y a peut-être un petit drapeau orange, là, qui n'est pas nécessairement rouge foncé, mais c'est quand même un signe que là, peut-être que tu récupères pas assez, puis tu as besoin de ces suppléments-là pour devoir faire ton entraînement. Donc, il y a peut-être une problématique. Ouais, puis ça peut Euh, en plus bah, avoir un aspect négatif sur tes facteurs de récupération, sur le sommeil. Si tu as besoin d'un café à 15h, 16h, 17h au travail, bah, on sait que tu vas moins bien dormir, et tu vas moins bien récupérer, cercle vicieux aussi certainement. Hein. Puis, tu sais, après, on parlait des facteurs externes, tu sais, qui sont des stresseurs. Il y en a plein, là. Tu disais la venue d'un enfant, la pression générée par les médias sociaux. Hmm. Il y a plein de trucs qu'il faut considérer qui peuvent quand même favoriser le dépassement de cette limite-là. Et après, comment, c'est ça, en tant qu'entraîneur, moi, c'est sûr que là, je suis très à l'écoute de ces trucs-là. Mais tu sais, les gens, des fois, qui vont prendre des applications en ligne, qui vont faire des plans un peu déjà faits, ils ne vont pas nécessairement à l'écoute. Puis il y en a des gens qui sont très, très intelligents dans leur processus d'entraînement, puis qui vont comprendre à quel point la récupération est importante. Puis ça, il y en a des gens comme ça. Puis il y a des gens qui sont très bien coachés, qui ne diront pas tout à leur entraîneur, qui vont cacher des trucs. Donc, c'est un peu. En fait, ça part de l'éducation. Il faut juste comprendre que quand on comprend bien le processus d'entraînement, puis on est capable de vraiment bien saisir l'essence même de la récupération puis de l'importance que la récupération. C'est pas juste un terme, ouais, dormir, ouais, ouais, c'est ça, oui, il faut dormir et se reposer pour bien performer. Si on est capable de comprendre ça, mais tu disais, tu sais, les stimulations, en fait, le désir de se positionner par rapport à d'autres personnes, de dire, ah, je fais des ultras, je fais des Ironman, tu sais, d'augmenter son estime de soi via le sport, c'est quand même assez problématique, puis ça peut nous amener à dépasser cette limite-là. Mais tu sais, il y a plein de facteurs qui viennent peser un peu sur la personne puis qui vont peut-être venir altérer sa progression parce qu'ils oublient que la base même de l'entraînement, c'est la récupération. Ok, ok. C'est vrai que du coup, là, il y a des moments, en tout cas, on le voit chez les sportifs, où il y a un peu plus de bobos. Tu déménages, t'es dans une grande période de stress au travail, tu as des rendus à avoir. Tu vois, tu déménages, tu as ta routine qui est toute chamboulée, l'arrivée d'un enfant, une séparation. Ça, c'est des moments où on constate que les athlètes bah, se blessent plus. Et mais justement, si tu te blesses plus, c'est que t'as plus cette vigilance, t'as plus bah, tu dépasses déjà un peu l'adaptation fonctionnelle, et t'es déjà un pied dans le surmenage. Donc c'est sûrement, ouais, comme tu le dis, des périodes qui sont propices et des stimuli externes qui peuvent justement avoir un impact sur ça. Ok. En Ok. fait, on parle beaucoup, c'est ça, de la blessure, parce qu'il y a, il y a comme une mauvaise adaptation au niveau mécanique, mais moi, je fais un parallèle. La physiologie, c'est pareil.
Il y a de la physiologie, c'est la même chose. Si tu ne progresses pas adéquatement et si tu ne donnes pas des moments de décharge, ben, tu vas te blesser au niveau physiologique, appelons ça comme ça. C'est la même chose. Il faut que ce soit bien quantifié. Ok, ok. Et tu parlais des applications, je rebondis dessus parce que c'est vrai que en fait les applications c'est bien, mais c'est pas adapté. Donc c'est bien, c'est mieux que faire n'importe quoi. Ça on s'entend. C'est si tu veux progresser au moins t'as un programme et c'est mieux que rien. Le problème c'est que c'est la cible de ces applications, c'est des personnes qui sont soit débutantes, soit qui n'ont pas du tout envie de creuser le sujet, qui sont non sachants sur le domaine et qui vont suivre, entre guillemets bêtement, l'application, qui vont suivre naturellement ce qu'on leur dit. Alors qu'en vrai, ça devrait être pris avec un peu plus de recul et dessiné, enfin en tout cas, utilisé avec vraiment un savoir sur la pratique pour être capable d'ajuster les séances, pour être capable de se dire, ok, bah, il n'y a pas juste l'entraînement, il y a aussi bah, toute la récupération. Et c'est le problème des applications et c'est la grosse différence entre application, ok, c'est accessible, c'est facile, c'est pas cher, mais tu prends des risques, ou tu risques de te blesser et au final avancer plus lentement, tu risques de te surentraîner, au final, bah, si tu l'as dit, 4 ans, à mon avis, t'as pas envie de perdre 4 ans dans ta progression vis-à-vis de bah, je me fais accompagner par un entraîneur comme toi, par un coach, par quelqu'un comme moi, peu importe l'entraîneur, même si c'est avoir un contact de temps en temps avec un club d'athlétisme ou autre, c'est bien, tu as un suivi et au moins c'est à minimum en fonction du degré d'accompagnement que tu choisis, mais tu as un minimum suivi et tu as un minimum d'adaptation, de personnalisation qui vont justement t'éviter d'avoir tout ça. Mais en fait, le point que tu soulèves est important, c'est que ce soit application ou même coach personnalisé, l'erreur, ou du moins ce qui peut être dangereux ou à risque, c'est d'avoir un plan d'entraînement rigide. Ouais, Ce que moi j'offre, en fait, moi j'offre de l'expertise en coaching, oui, mais oui, c'est des données, c'est des connaissances en entraînement. L'application peut les avoir aussi. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je fais de l'éducation en parallèle. Puis surtout, je m'adapte, j'adapte le programme d'entraînement pour essayer d'optimiser l'entraînement avec les contraintes de la personne. En fait, oui, c'est ça. je pense que l'application, tu vas pouvoir leur dire, ouais, tu sais, oui, j'ai telle contrainte et tout ça, mais je suis pas sûr que, du moins pour l'instant, peut-être que ça va venir avec l'IA, que ça va être hyper intuitif, puis que ça va s'adapter, mais moi, je m'adapte à mes clients. Je m'adapte à leur vie. J'arrive pas avec un plan de dire, regarde, il faut que tu fasses ça pour arriver en forme. Ce que tu pousses dans une application, tu as un objectif, tu as le temps disponible, puis tu pousses un entraînement. Moi, j'ai une vue sur comment je vais optimiser son entraînement, puis surtout, je vais être capable de le modifier en temps, tu sais, au quotidien. J'ai des athlètes qui m'écrivent, puis sûrement après le podcast, je vais avoir des messages, hey, ouais, mon entraînement, je suis un peu fatigué aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Ils viennent chercher, ils ont une question, ils veulent savoir Et tu qu'est-ce que peux je leur pas répondre propose. avec juste, ouais. Puis je vais être capable en temps réel, donc maintenant, de dire, ben ouais, peut-être qu'aujourd'hui, ouais, c'est normal que tu sois fatigué, tu as fait ça hier, donne-toi encore une journée, puis tu sais, je vais adapter. Donc, c'est là que le coaching, ou du moins la personnalisation devient quand même assez intéressante, selon moi. Mais c'est ça. Et tu parlais de l'IA, mais c'est vrai qu'il y en a, il y a pas mal de personnes qui vont sur ChatGPT et qui demandent un programme d'entraînement. C'est pareil, à mon avis, c'est une ressource qui est utilisable, mais avec le recul, par exemple, d'un coach qui va savoir lui donner toutes les infos nécessaires pour justement bah, bien l'éduquer et même en l'éduquant bien, ça va aller chercher un peu les infos à droite à gauche sur des forums et qui sont où les discussions sont animées par des personnes qui connaissent pas ou alors qui véhiculent des mythes et tu vas retrouver ça dans ton plan d'entraînement et voilà il y a beaucoup de recul à prendre donc si vraiment on a des doutes si vraiment on a envie de bien faire on a les moyens de bien faire etc je vous invite à vous faire accompagner justement pour éviter tout ça avoir une progression qui soit maîtriser au mieux, hein, parce que ça dépend aussi du feedback que les personnes te donnent ou que les personnes nous donnent. Mais voilà, plus tu es suivi, plus t'as un cadre, moins tu as le risque vraiment de frôler justement ses limites, de tomber dans le ravin. Enfin voilà, plus c'est contrôlé, plus c'est safe forcément. Ok, bon, on a fait un bon tour sur la prévention. Est-ce que tu as encore quelques conseils à donner comme ça, des petits takeaways que les auditeurs peuvent appliquer ou peuvent en tout cas checker dans leur quotidien, faire un autodiagnostic à des moments donnés, des moments de la préparation, pour justement on va se dire ok là c'est bon, on continue comme ça, ou alors attends je vais essayer de mettre ça en place pour éviter justement de créer un terreau. Est-ce que tu as comme ça des choses à emporter après l'épisode? Mais en fait, moi, je pense qu'il faut revenir à la base. Est-ce que le plaisir est là? Comme je disais, pas tout le temps, 85% du temps, est-ce que le plaisir est présent? Est-ce que la progression est respectée? Est-ce que je saute des étapes ou est-ce que j'essaie d'aller trop vite? En fait, est-ce que je suis blessé en parallèle? Ça, c'est des trucs qui peuvent
sais, qui peuvent quand même être des signes que là, j'ai dépassé les limites, mais tu sais, mon plaisir, progression. Puis après, tu sais, d'être à l'écoute des symptômes dont on a parlé, c'est quand même assez important. Si j'ai des changements d'humeur, des troubles du sommeil, là, ça va pas. Moi, en fait, j'arrêterai là. Si on est là-dedans, là, tu sais, moins de plaisir, fatigue bien installée, changement d'humeur, puis j'ai des troubles du sommeil. Et Là, ça, tu parles de sur combien de temps? Parce que ça peut arriver 2, 3 jours, tu es de mauvaise humeur, parce que tu as mal dormi, ton fils s'est passé nuit. Enfin, tu vois, ça peut être quand même une semaine, c'est déjà quelques trop. semaines. Ou Quelques comment? semaines. Quelques semaines, Quelques ok. semaines. En fait, si c'est aigu, ça arrive de momentané. En fait, des fois, dans des fins de cycle d'entraînement, les gens qui ont surchargé dans une période de surcharge, on peut, comme je parlais, comme je disais tout à l'heure, on peut arriver avec une fatigue, une baisse de motivation, une baisse des Ouais, c'est la performances. capacité à Et je sais qu'après, je vais me reposer. Mais si on est dans un processus, puis on voit, comme on disait, de façon linéaire, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, puis que j'ai ces signes-là qui s'installent, qui sont présents, posez-vous des questions. Puis, tu sais, c'est vraiment de revenir à cette base-là. Tu sais, c'est l'essence même, c'est le plaisir, bon, le sommeil, puis ces trucs-là. C'est difficile de savoir comment les gens vont intellectualiser ces informations-là, puis comment vont l'appliquer eux-mêmes à leur entraînement, parce que souvent on est dans le déni, ah, c'est pas grave, moi c'est pas pareil, ah, j'ai telle circonstance dans ma vie. Mais bref, il faut revenir quand même avec des trucs qui sont, tu sais, comme je disais, de base. Ça peut être aussi, tu sais, je parlais des pulsations tantôt, les gens qui disent, moi j'ai de la difficulté à lire la fatigue ou d'interpréter comment je me sens, ben allez-y avec quelque chose qui est un peu plus objectif, prendre des pulsations le matin, les regarder, puis peut-être être à l'écoute de ça, puis voir, tu sais, savoir analyser un peu ces données-là. Puis après, les gens vont pouvoir avoir une meilleure vue, parce qu'il y en a plein de gens qui nous disent, bah, moi je me sens tout le temps bien, ou je suis tout le temps fatigué, ou je suis peu fatigué, puis beaucoup des fois, tu sais, c'est très... Moi, je sais pas à quel point toi, tu es fatigué aujourd'hui, ou moi, je le suis, tu sais, si on donnait une échelle de 1 à 10, on ne saurait pas qui est plus fatigué que l'autre. Bref, c'est de revenir avec ces trucs-là de base qui peuvent vous éviter de vous rendre dans du surmenage, puis peut-être du surentraînement. C'est vraiment pas bien, pas bon, c'est pas souhaitable, je le souhaite à personne. Puis en fait, moi je le dis à chaque podcast ou intervention que je fais, c'est que moi je demeure disponible. Les gens peuvent me trouver sur les médias sociaux, Yves Saint-Louis là, sur Instagram, dans un mot. Puis les gens qui ont des questions, qui veulent être un peu guidés, j'ai déjà fait des appels, des visios avec plein de gens qui avaient des questions, qui se disaient, moi je me reconnais dans ce que tu dis, je suis un peu cramé, je me suis mis à la course. Bref, les gens peuvent me contacter. Puis moi, ce que je veux faire, c'est d'essayer de les aider, les encadrer, au moins les diriger. Puis ça fait partie de ce que je veux faire, puis je le fais volontairement, gratuitement, puis ça me fait plaisir d'aider ces gens-là. Fait que, tu sais, comme je vous dis, c'est chaque cas est différent, chaque personne interprète la fatigue de façon différente, chaque personne a ses objectifs et sa réalité qui est différente. Mais les gens qui ont peut-être cette sensibilité-là, qui disent, ah, je me sens pas bien, ils veulent en parler, ben, qu'ils me contactent, puis je vais essayer de les aider du mieux que je peux, là. Ok, ok. Je mettrai le lien de ton Instagram en description, ce sera plus facile pour te trouver si on veut. Je te demanderai justement après tout ce que tu veux mettre un peu en avant, si des moyens de contact, et comme ça je mettrai tous les liens dans l'épisode. Pour finir, une question dans tous les domaines, il y a des mythes qui ont la peau dure. Peu importe que ce soit en nutrition, que ce soit en sport, il y a des mythes auxquels tout le monde croit et ça vient un peu controverser la réalité. Est-ce que dans le surentraînement, en tout cas dans ton domaine d'expertise, tu as un ou deux mythes que tu aimerais bien déconstruire pendant l'épisode, qui est vraiment cru? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien rappeler, déconstruire et mettre à plat ici? Mais en fait, on en a parlé un peu avant, mais tu sais, le fait, plus on s'entraîne, plus on performe. Ça, c'est, en fait, moi, je suis entraîneur depuis plus de 25 ans, puis en fait, je me suis bien rendu compte que non. En fait, mieux on s'entraîne, plus on performe. Ok. Donc, mieux s'entraîner, c'est-à-dire s'allouer des périodes d'intégration, d'assimilation pour être capable de mieux performer. Puis après, c'est le no pain, no gain. Oui, Ouais. c'est vrai, il faut quand même des fois se faire mal, mais le no pain, no gain ne s'applique pas sur une base quotidienne. C'est ça qu'il faut comprendre. D'être capable de faire des entraînements faciles, puis ça, j'essaie de le faire beaucoup avec mes athlètes. J'ai souvent des athlètes qui sont un peu débutants, qui arrivent avec des ouais, mais il faut que tu sais, je sois à telle pulsation, puis telle intensité, sinon je m'améliorerai pas. Attends un peu. On s'améliore, en fait, pour un coureur ou une coureuse.
courir améliore ton économie de course. Fait que je leur dis, quand tu cours tranquillement, tu améliores ton économie de course. Quand tu cours tranquillement, tu crées des adaptations au niveau Bien sûr. cardiovasculaire, cardio-pulmonaire, cardio-respiratoire. Il y a des adaptations au niveau de la capillarisation. Il y a plein d'avantages à faire des entraînements plus faciles, mais qui vont aussi te permettre de bien assimiler la charge qui va venir après. Donc, c'est de l'éducation, ça aussi. Fait que le no Ça pain, permet no gain à tous ouais, de les faire jours, je profiter veux aussi. tout arracher, ça marche pas. Ouais. Ouais, c'est le côté un peu dark des réseaux sociaux, discipline, supérieure à la motivation, fais-le. Enfin, il faut ramener un peu de bon sens et nuance. T'as raison là-dessus. Donc tu fais bien de le dire. Super. Eh ben écoute, je pense qu'on a eu un échange vraiment complet. S'il y a des choses qui manquent, c'est le moment de le dire. Sinon, sinon je pense que le tour est complet. On a bien parlé de l'avant, pendant, après, de la prévention du surentraînement. Donc, j'espère que ça va aider en tout cas ceux qui nous écoutent. Et s'il y en a qui sont un peu dans ces symptômes, je les invite à te contacter justement pour en discuter avec toi, comme tu l'as dit. On peut te retrouver où du coup sur Instagram principalement? Est-ce que tu veux que je mette d'autres réseaux, d'autres sites, d'autres choses en avant dans la description pour te retrouver? Ouais, c'est ça. Il y a la clinique du coureur sur laquelle on peut sûrement trouver mon contact. Il y a le coaching du coureur qui est l'entité dans laquelle on fait notre coaching. Essentiellement, c'est ça. C'est ça. Là, je t'enverrai les Je les liens ai. où on va pouvoir. Ah, t'es déjà parfait. Ouais, ça roule C'est les mêmes super. que Blaise, là. Ouais. Parfait. Ok, ok, super. Et ben écoute, je mettrai tout ça dans la discussion. Génial. Merci pour ton temps. C'était très agréable, n'importe quand. Très bien, très bien. Merci pour ton temps. C'était vraiment cool et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Parfait. Merci, Julien. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris pas mal de choses, que ma discussion avec Yves va t'aider dans ta pratique du sport, que tu vas savoir justement euh, détecter les petits symptômes, les petites alarmes que ton corps va mettre en place pour t'éviter de passer cette barrière du surentraînement ou au moins de ralentir quand tu es déjà dans le surmenage. Comme je l'ai indiqué pendant l'épisode, je te mets dans la description les liens par lesquels tu vas pouvoir contacter Yves, que ce soit son Instagram ou la clinique du coureur, enfin les différents comptes sur lesquels son profil est associé. N'hésite pas à aller lui parler, n'hésite pas à lui dire que tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à lui poser tes questions, ça lui fera vraiment plaisir. En ce qui me concerne, tu peux également me retrouver sur Instagram sur la page deadlift.coaching. J'y partage pas mal de tips, pas mal d'astuces au quotidien qui tournent autour du sport, de l'alimentation, de la récupération. Mon but c'est vraiment de t'accompagner dans ta routine du sportif, dans ton amélioration de ton quotidien, dans la mise en place de nouvelles habitudes saines. Donc j'essaie vraiment de te créer du contenu qui soit consommable rapidement et vraiment applicable dans ton quotidien. Si tu veux aller plus loin dans l'atteinte de tes objectifs, si tu veux qu'on regarde ensemble comment les atteindre, comment gérer en tout cas toute l'organisation de ta semaine, de ta journée, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Je t'invite à prendre rendez-vous avec moi, je te mets le lien dans la description. C'est un rendez-vous qui est totalement gratuit, qui t'engage à rien, n'aie pas peur. Le but c'est qu'on échange sur tes contraintes, sur ce qui t'empêche à l'heure actuelle de progresser, sur les difficultés que tu as justement à atteindre tes objectifs, que j'essaye de regarder ce qu'on pourrait mettre en place pour t'aider, pour t'accompagner, t'expliquer un peu mon fonctionnement, ma méthode d'accompagnement, comment je travaille avec des personnes similaires à toi qui ont des objectifs un peu similaires. Et si ça fait sens pour toi, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sinon, tu repartiras simplement avec des conseils à mettre en place dans ton quotidien, des choses à modifier, des tips. Enfin, vraiment, t'as rien à perdre à réserver ton appel. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, à commenter l'épisode, à le partager avec un proche qui s'entraîne peut-être un peu trop à tes yeux, qui ressent ces facteurs, ça pourrait lui être utile. C'est vraiment le seul moyen que tu as de m'aider en retour, donc à faire de ce podcast une émission plus écoutée, pour m'aider à recevoir des invités toujours plus qualifiés, toujours plus experts dans leur domaine, toujours plus intéressants, et je t'en serai extrêmement reconnaissant. Sur ce, je te dis à lundi pour un prochain épisode. Ciao.